Ok, bonsoir à tous. Alors, je mets le son pour mes petits compagnons. Hop là, voilà. Normalement, on vous entend, dites bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Je vous présenterai de toute façon. Salut Skiros. Alors, donc, on continue sur les tier list artistiques après les grands films. Je crois que c'était j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Je crois que c'était la précédente. Après, on a décalé celle-ci d'une semaine aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a peut-être un petit écart. Mais pour la première fois, on ne va pas faire le meilleur ou le préféré ou quelque chose dans ce goût-là, mais le pire, ce qui est un exercice particulier. C'est la première fois qu'on s'y colle. Peut-être d'ailleurs qu'on fera la même chose pour le cinéma, mais je j'ai pas de date, je sais pas trop comment on va procéder, on verra bien. Peut-être l'an prochain. On n'en fait que 5 ce soir de livres, entre guillemets, pires. Bon, ça veut pas dire grand-chose par C'est rapport au bien livre. suffisant. Dis-moi. C'est bien suffisant, 5. Je suis d'accord, surtout qu'on va dire du mal, donc bon, c'est un peu plus de la détente, voilà. Et puis c'est pas un exercice si simple. Donc je suis accompagné, salut Orictes, je suis accompagné donc d'Hazard, dis bonjour ou pas, on s'en fout. Bonjour tout le monde, bonjour, mais Bonsoir, je c'est vrai viens qu'on de est... je viens de m'exprimer. Ouais, c'est pas faux. Et donc de Pierre, je vous remercie pour votre participation. Comme d'habitude, c'est estimable. Et puis on en fait que 5 puisque Hazard multiplie son temps de parole par 2 habituellement. Hein, donc, Oh là là. et encore, il n'y a pas de comics. Hein, parce qu'il n'y en a pas un seul qui n'aime pas. Donc voilà, normalement ça devrait aller assez vite. Donc, quand même un exercice particulier parce que si on y réfléchit, c'est pas toujours si simple de déterminer le pire. Je pense que si on se demande rapidement comme ça 5 livres qu'on déteste ou 5 livres qu'on adore, je pense que la deuxième liste est finalement assez vite remplie. En tout cas, c'est mon cas. Je pense que ça remplit plus vite une liste des livres qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas. Je pense que ça s'explique assez bien parce que faut vraiment que quelque chose soit éminemment désagréable pour qu'on ait envie de s'en souvenir toujours, à moins d'aimer se faire du mal. Et franchement, au début, quand j'ai lancé l'idée, je me suis dit, putain, je vais avoir du mal à en trouver 5. Et en fait, bah, j'ai parcouru littéralement 2 rayons d'étagère pour en avoir le nombre, pas plus. Voilà, donc ça rejoint ce que je disais, ce ne sont pas les expériences désagréables qui manquent, c'est plutôt la volonté de s'en souvenir. Ça viendra. Ah non, des pires titres d'Electric Six, ça n'existe pas, il y en a que des bons. Donc, non, il y en a des pas bons, mais on peut faire une tier list des préférés, mais ça viendra, je crois que c'est la dernière de 2027, si je dis pas Sans de crier bêtises. gare, Finir en un beauté. Ah oui, célibataire de effronté 2027 carrément. se lance Ah mais soudain Pierre, t'es à notre l'assaut. Ellie, hein. Tout est prêt. Hein. Oh. Mec, Le Gorin. un célibataire effronté, bienvenue à toi le Gorin. Comment dirais-je, des vidéos prévues, si je veux, jusqu'en 2035, littéralement, hein, tout est prêt. Bref. Elles sont pas prêtes, mais les thèmes sont prêts, quoi. Donc voilà, du coup, je parle pour moi, seulement pour moi. Ce top 5, c'est pas vraiment les 5 pires officiels. Voilà, j'ai pris vraiment les 5 premiers que j'ai trouvés parce que bah, moins de temps je perds avec ça, mieux c'est. J'ai quand même des trucs plus longs à faire. C'est 5 livres de merde quand même, selon moi. Hein, je me suis rendu compte en retombant dessus que je les avais tous oubliés, sauf un, qui m'a vraiment marqué à vie. Les autres, je les avais un petit peu effacés de ma mémoire. J'ai pas lu les livres, hein, bien entendu, les souvenirs suffiront. Et voilà, je trouve que c'est pas inintéressant au global de se définir en tant que lecteur aussi parce que l'on n'a pas aimé. C'est pas plus inintéressant que le contraire. Je pense que ça va être très instructif sur les goûts de chacun, qu'ils soient différents dans ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et puis, franchement, pour le coup, alors sur certaines tier lists, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous un peu, mais c'est moins important pour moi. Mais là, j'avoue que j'avais un peu hâte de connaître vos choix et les différences entre la façon dont on aborde le concept de pire livre et maintenant que je sais ce que vous avez choisi, je vois aussi les différences. Moi, j'ai pas trop de tout venant. Type, tu vois, je sais pas quoi, le premier livre de Claude Fignon paru en 2024, ou je sais pas quoi, des trucs que personne ne lit. Et de livres actuels aussi, j'en ai pas, parce que par nature, je sais que c'est de la merde, quoi. Donc c'est plutôt des classiques, entre guillemets, que je brocarde, ce qui est pas de la pause, hein, c'est que chaque fois que je lis ce qui se fait actuellement, ça pourrait être dans la liste, quoi. Donc voilà, je voulais mettre des trucs un petit peu plus propice à cliver un peu. Voilà, bon, comme d'hab, est-ce que vous avez des observations? Est-ce que vous voulez ajouter des éléments personnels? Pour ce qui me concerne, c'est l'exact inverse. Je considère qu'un bouquin classique, même si je le trouve nul à mon sens, s'il est dans le classique, si on l'enseigne, si on essaie, je sais pas, d'en extraire la moelle, c'est qu'il a plu à quelque chose, c'est qu'il a marqué les esprits, donc je le mettrai jamais dans les pires. Sauf un, mais bon. C'est nos pires livres, attention. C'est nos Ah pires livres, c'est nos goûts personnels aussi.
Ouais, Parce bien que sûr, bien regarde, sûr. Et je vais pas spoiler ta liste, mais t'as mis par exemple un livre d'une auteure bien connue, belge, elle est belge, je sais plus. ouais, Ouais. ouais, Ah, ouais. oh, Je veux c'est dire, déjà qui c'est. oui, il y a beaucoup de gens qui aiment. C'est Oui, presque oui, non, des mais classiques je vais en reparler, je vais contemporains. en reparler. Voilà. Mais moi, j'ai mis de toute façon que des bouquins que la plupart des gens qui lisent un peu connaissent. Peut-être de loin, peut-être d'ailleurs. J'espère que certains se diront, ah, celui-là, je le lirai bien, vont voir ce que j'en pense et se diront, bon, c'est pas la peine que je l'achète, c'est pas la peine que je le lise. Voilà, je me suis jeté sur cette épée avant vous, hein, messieurs, dames. Pas la peine de faire le même sacrifice. Et non, vraiment, vous devriez connaître beaucoup et j'ai évité de taper dans trop de classiques parce que même si c'est des trucs qui sont super chiants, Mais c'est super ça, longs, c'est bah, ça. on évolue les hommes, etc., les goûts, les machins, donc je veux pas taper sur ce qui se faisait à l'ancienne. J'ai mis surtout des choses récentes et sorties dans les 50 dernières années, on va dire. Ah, moi, c'est l'exact contraire, parce que sinon, c'est pas possible. Tous les livres contemporains, tout ce que je lis, je vais faire une ou deux fiches de lecture par an sur des livres actuels. Je vais essayer d'en dire du bien, mais c'est compliqué, quoi. C'est vraiment faiblard, hein, donc c'est un peu délicat. Après, sans faire je veux pas non plus tomber dans la pose du type que son époque dégoûte surtout, c'est de la merde. Mais il y a beaucoup de merde quand même, quoi. Donc j'ai essayé de trouver des Ok, trucs Rosemont. justement qui me Ok, plaisent. Rosemont. J'ai essayé de trouver des trucs qui plaisent, hein, enfin, qui sont vus effectivement pour certains comme des classiques ou des livres importants et tout ça, et me dire, bah voilà, moi j'ai trouvé que c'était. Je suis à mourir. C'est vrai qu'à la fin, ça ressemble plus à la tier list des livres que j'ai jamais fini en fait, mais bon, bref, peu de choses près. Pierre, t'as quelque chose à ajouter? Ouais, moi, c'est surtout des livres récents parce que, comme tu as dit, les mauvais livres, généralement, on s'en souvient pas. Et donc, c'est des livres que j'ai lus récemment. Donc, sur mes 5, il y en a 3 que j'ai lus cette année. Ouais, je comprends, je comprends. Non, non, Parce que les c'est autres très dur. bouquins, que je les aime pas, soit, mais ils m'ont pas laissé ils m'ont pas laissé de souvenirs impérissables. Donc, partant de ce principe, je peux pas en dire du mal. Bah ça dépend, enfin je suis d'accord avec ce que tu dis et je maintiens effectivement qu'on oublie plus facilement les expériences désagréables, mais quand tu retombes dessus, par hasard, hein, tu dis ah ouais non si c'était de la merde en fait, je me souviens très bien. Le souvenir remonte en fait, c'est comme un truc que t'as enfoui là, de psychanalyse, que t'as enfoui au fond de toi et que tu veux plus le ressortir et là tu le reprends entre les mains et tu dis La ah Madeleine pourrie, quoi, voilà bien pourrie. exactement, exactement. La Madeleine de merde. Ok, bon bah voilà, donc comme la précédente tier list avec invité, on suit le système classique à tour de rôle avec la forme que vous voulez pour la restitution. On va inverser, je crois, par rapport à la dernière fois sur le cinéma, donc je commence, puis vient Pierre, puis Hazard terminera, on met la couverture du bouquin et puis c'est suffisant. Donc on a 15 bouquins à traiter, j'espère que ce sera moins de 2 heures quand même, hein, normalement, ça devrait le faire. Bien sûr. Allez, on est parti. Transition, boum. On commence le Roland Furieux. Alors, Ah. Ludovico Ariosto di l'Arioste. Au nom, voilà, tout à fait, Skiros. Donc, le bouquin, enfin, en tout cas, l'œuvre, on va pas dire le bouquin, c'est dégradant, mais l'œuvre a été finie, je crois, vers 1530, un truc comme ça. Ça paraît peut-être un peu avant, mais c'est modifié pas mal de fois par l'auteur. Peu importe. Donc on commence avec un classique, donc l'Orlando Furioso, cet immense poème épique. On va commencer alors par un double contexte si je peux le restituer parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire du mal, hein. Je vais essayer de resituer un peu le bouquin et tout ça. Contexte personnel, je sais plus comment je suis tombé dessus, c'est trop vieux, je l'ai vraiment lu il y a très longtemps, ça m'a pas marqué, je me souviens par contre de l'état d'esprit que j'avais au moment de le lire, j'étais assez jeune, et du type, voilà, je vais me lire un grand classique, voilà, je vais être un homme très intelligent, et voilà, ça fait partie de la poignée de livres que je n'ai jamais pu finir, c'était au-dessus de ma force intellectuelle et de mon courage, puisque c'est contre nature de se faire du mal. Alors, contexte de l'œuvre, quand même, pour resituer ça, je sais pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est sur une des œuvres les plus célèbres en Europe, au moins, sans doute plus actuellement, mais au moins jusqu'au 19e, qui est un petit peu le pinacle du roman de chevalerie, le truc supposément le plus abouti du genre, en même temps que sa parodie d'ailleurs. Écrit par un type Larios qui est un noble quelconque du temps, il n'y a rien de spécial à dire sur lui, et qui est censé, alors je dis censé pour moi, pondre quelque chose qui est vraiment
la fin est l'agrégat de toute la culture antique, de toute celle du Moyen-Âge et de tout l'humanisme renaissant au sein d'un espèce d'énorme pavé dédié à la maison d'Est, les ducs de Ferrare et de Modène, hein, enfin je crois que c'est un duché de mémoire, je ne sais plus, qui sont de très jolies villes par ailleurs, plutôt que de lire le bouquin, allez à Ferrare et à Modène, c'est très sympathique. Et donc, eh bien pour ce faire, on va avoir une adaptation libre de la chanson de Roland, plutôt parodiée que copiée, qui fait suite à un autre bouquin d'un auteur dont j'ai complètement oublié le nom, mais on s'en fout. Voilà, mixé avec chansons de gestes, la magie de la table ronde, les espèces on va dire de réminiscences épiques païennes retrouvées du temps de, on est au début du XVIe, et on ajoute un petit peu l'espèce d'observation de l'homme, de l'humanisme. Donc ça fait déjà un mélange très étrange avant de le lire, donc déjà on sent que c'est déjà trop pour un estomac pas préparé. Mais la théorie pourrait faire envie, hein, je le comprends. Et puis après vient la pratique. Déjà en termes de quantité en format poche, donc celui-ci que j'ai avec les notes, on doit être à peu près à 1100 pages, je crois, sur les 2 tomes. Donc moi j'en ai fait qu'un, je me suis arrêté là, j'en pouvais plus. C'est pas un truc qui m'effraie, mais là c'était too much. Alors sachez aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, moi en tout cas, c'est pour ça que j'ai pris des classiques, je le dirai pas pour chacune des œuvres. Je dis pourquoi j'aime pas, ça veut pas dire que c'est de la merde générale, hein, bien entendu, ce sont mes choix, voilà. Donc ici par exemple, moi le roman de chevalerie, je peux pas blairer ça à la base, je trouve que le style littéraire du temps est abominable, j'ai jamais eu le courage de le finir, indépendamment des qualités que d'autres te pourraient trouver dans l'œuvre. Je sais même pas comment vous résumer l'intrigue tellement c'est bordélique. C'est un espèce de triangle amoureux entre Roland, Médor et Angélique. Mais on passe son temps à voyager dans le temps, dans l'espace. Il y a même un moment où on est sur la Lune. Voilà, c'est quasiment quelque chose qu'on peut pas résumer tellement c'est un mélange de personnages et d'actions. Il y a des noms inventés partout. Alors, il y en a qui passent à la modernité. Médor, effectivement. Rodomont aussi. Hein, Ouais, t'avais oublié l'existence de Médor. Bah oui, il arrive. Et puis les Rodomontades, hein, Rodomont. Mais la plupart rendent la lecture, franchement, très ardue, quoi. C'est plein de Astolphe, Bradamont et Marfise. Enfin, c'est atroce, quoi. Je suis désolé. Voilà, on est dans l'imaginaire, le prodige. Alors peut-être aussi que c'est la traduction, mais le style est vraiment hyper descriptif. Il y a énormément de dialogues. C'est bordélique au possible. Donc je ne suis ni sensible au thème de la chevalerie, ni encore moins au style. Et ça reste fondamentalement une des pires lectures que je me sois tapé. Et encore une fois, ça ne dépend pas de la qualité intrinsèque de l'œuvre et du plaisir que certains y trouveront, quoi. C'est pas forcément mauvais dans l'absolu. Enfin, moi je pense que si, mais passons. C'est vraiment trop. Vous voyez, c'est ça, vous avez des goûts de merde si vous aimez ça. C'est trop éloigné en fait de nos goûts actuels pour garder un intérêt de fond et de forme, à mon avis, surtout vu la dimension de l'œuvre. Voilà. Ceci étant, c'est probablement le seul de toute la liste que je vais essayer de me retaper un jour par curiosité et puis voir s'il y a eu une évolution intellectuelle en 15 ans. Voilà, c'est pour ça qu'il est en premier, c'est pas forcément le pire. Ça se trouve pas cher aussi en poche, j'ai oublié de le dire, 10 balles je crois à peu près le tome, donc ça fait pas si cher pour le nombre d'heures que vous allez passer à vous emmerder dessus. Donc voilà, si les romans de chevalerie et ce genre de choses vous plaisent, sachez que c'est censé être un petit peu le pinacle du genre, l'aboutissement total au XVIe siècle de toutes les traditions d'avant, matinée d'humanisme de la Renaissance. Voilà. Voilà pour moi. Ouais, on comprend rien. C'est compliqué, effectivement. C'est très délicat. Je pense que ouais, si t'as moins de 250 ans, c'est dur à lire. Soit. Allez, on passe à toi, Pierre. Ça a l'air formidable. Ça a l'air hyper cool. Je confirme. Alors, Conte Junior de Jean-Christophe Cavalin, qui a eu des prix prestigieux en plus de ça. On se demande bien pourquoi quand on le lit. Alors, pour résumer rapidement cette affaire, le roman raconte l'histoire de Lorenzo Kistler, donc qui est un taré, tout simplement, qui vit à Venise. Il est persuadé d'être le petit-fils de King Kong et il se voit comme un être un peu à la frontière entre l'humain et l'animal. C'est un échappé de l'asile psychiatrique, bref, c'est la totale. Il erre dans les ruelles et les canaux de Venise, il observe la ville, la nature, les êtres humains, et il y a un espèce de
tout au long du livre, l'une des premières choses qui m'a vraiment énervé, c'est cette espèce de regard critique pseudo-intellectualiste du fou qui observe la cité vivre autour de lui et qui ne la comprend pas. Donc les parallèles sont assez évidents. Dans son esprit, l'humanité a détruit le monde naturel auquel il se rattache en tant que petit-fils de King Kong et ils ont détruit les animaux. Il nourrit l'idée d'une forme de revanche et de réparation symbolique contre les hommes. Et au fil du récit, le lecteur découvre ses pensées, ses souvenirs, ses visions, etc. Et la ville de Venise devient un personnage à part entière qui reflète cet état d'esprit de Maboul, tout simplement. D'un point de vue stylistique, l'ouvrage est fait d'une telle façon où un chapitre sur deux, l'on va suivre d'un point de vue d'un narrateur interne, soit donc Lorenzo Kessler, soit son psychiatre, qui vont finir par faire des enculades sur une île proche de Venise, dans un délire homoérotique assez étonnant. Au fil des pages, on comprend bien que l'auteur est un homosexuel revendiqué. Il n'était pas obligé de nous le répéter tous les 10 lignes vis-à-vis de son personnage. L'auteur semble vouloir mêler une fable écologique, une méditation sur la folie et une errance quelque peu poétique dans une Venise assez fantasmée. À la limite, sur le papier, l'idée peut être intrigante quand même. Un homme qui est persuadé d'être le petit-fils de King Kong, qui erre sur la lagune et qui prépare sa vengeance. Mais dans les faits, c'est surtout chiant. Le roman s'enlise dans ses propres ambitions et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est le premier roman de l'auteur, ça se voit. L'intrigue est volontairement énigmatique. Hein. L'auteur cherche un peu à nous perdre, à nous faire deviner les choses, mais elle est surtout extrêmement confuse. Les personnages sont flous, leurs motivations sont floues, les événements s'enchaînent, mais sans réelle ni tension, ni cohérence. On est plus sur une histoire qui avance un peu au hasard, sans direction claire, un peu au fil des inventions de l'auteur. On n'a pas l'impression, quand on écrit un roman, on est censé avoir un brouillon, un texte, quelque chose de préparatoire. On a l'impression qu'il a réalisé son roman sans cette idée sans ce plan préétabli. On va parler du style en lui-même maintenant, que j'ai lu sur Libération était qualifié d'incandescente. Bon, Libération, voilà. Au final, c'est juste insupportable. Il y a les images, les références, des détours stylistiques très lourds, voire plus que très lourds. Ça en devient lourdingue, qui ralentissent considérablement la lecture du roman. Au lieu d'enrichir le récit, donc ce qui est l'objectif d'un style, hein, cette écriture qui est extrêmement travaillée, on voit qu'il s'est fait chier à écrire son truc, mais c'est juste nul. On a l'impression d'être devant un exercice de style extrêmement prétentieux, qui est mal intégré dans le récit. C'était Hugo qui disait que le style, c'est le fond qui remonte à la surface. Bah là, il n'y a pas de fond, et il y a trop de style. Il y a quelque chose de mal intégré au sein du roman. Donc, pêle-mêle, le roman évoque la destruction de la nature, la folie, la métamorphose, mais les thèmes restent à l'état d'esquisse. Hein. Le roman fait 150 pages, ce qui est sa seule qualité, c'est qu'il est court. Donc voilà, l'idée de faire de King Kong un symbole un peu écologique, mythique, de retour de la nature sur l'homme, n'est jamais développée de manière convaincante. On se fait chier, quoi. La Venise, pareil, Venise qui pourrait s'apparenter à un personnage un peu évanescent. Au final, ça tombe à l'eau également, puisque à force d'ambiguïté, on ne comprend rien à ce qu'il veut faire de son personnage Venise. Voilà. Ce qui était censé être mystérieux devient opaque, donc il rate son effet de style à nouveau. On peut pas nier l'ambition du roman, mais ambition ne rime pas avec talent. Et entre l'intrigue nébuleuse, le style parfois trop chargé, pas parfois, souvent trop chargé, et les thèmes qui sont complètement sous-exploités, comment dire, j'étais heureux de terminer le livre, mais pas dans le bon sens. Voilà. Et comme j'ai déjà dit, on avait compris que Jean-Christophe Cavalin était de la jaquette, il n'avait pas besoin de nous le répéter toutes les 10 lignes. Ça a l'air formidable. Alors vraiment, je suis déçu d'être passé à côté. Vraiment, Kong Junior, ça a l'air vraiment très bien. Bah, Jean-Christophe, un roman de son temps. on te salue. Ah oui, et on peut pas faire plus 2025 que ce bouquin, je crois. on t'embrasse, Jean-Christophe, si tu nous écoutes. Voilà.
Allez, passons au hasard. Alors, Marc-Edouard, allez, fais-nous plaisir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Ah. aïe, aïe. Le fameux. Ouais, donc Marc-Édouard Nab, Alain Zanini, 2002, édition du Rocher. Alors sur Marc-Édouard Nab, il y a beaucoup à dire, mais j'ai pas tellement envie de lui faire de la pub. On va être bref, il est né en 58. Pour résumer, il est adepte des prises de position controversées. C'est notamment le genre de mec à s'extasier des attentats du 11 septembre ou de l'État islamique parce que ça faisait chier les sionistes. C'est ce genre de mec, voilà. Et j'ai vu là en faisant une petite recherche d'ailleurs qu'il a fait un peu de prison dernièrement pour harcèlement. Bon, on a franchement une bonne personne. Pour ce qui nous intéresse ici, Alain Zanini, c'est le titre du roman que je vais présenter. C'est en fait le vrai nom de l'auteur. Donc c'est un petit jeu de mots qu'il nous fait. C'est une autobiographie romancée. Un énorme pavé de 800 pages où il ne va parler que de lui-même. Vous voyez pourquoi j'ai tant apprécié. Pour l'histoire, donc l'auteur se rend sur l'île de Patmos. Vous aurez vu le parallèle avec Saint-Jean. C'est déjà, on sent poindre le narcissisme de l'auteur. Dans le but d'y compiler son journal intime, manque de bol, son journal lui sera dérobé et l'ensemble du roman sera l'occasion pour lui de recoller ses souvenirs en lambeaux. Alors sur la forme déjà, même si beaucoup ont reconnu un grand effort stylistique, j'ai vu pas mal de commentaires assez positifs de la presse. On a énormément d'énergie délivrée à travers les pages, tout est en action. Faut vite se rendre à l'évidence que ça gonfle sérieusement à la longue, 800 pages, rappelons-le. On sent qu'il y a absolument rien de naturel et que l'auteur fait un effort monstre pour trouver la phrase idéale. Tout est fait pour le placer en tant que génie littéraire, mais vraiment au forceps. On sent qu'il en fait trop, et ça devient très, très, très lourd à la fin. Sur le fond, je veux pas être méchant, mais c'est du pur narcissisme hypertrophié. Marc-Édouard Nab ne parle que de lui-même, pour lui-même. Le lecteur a vraiment la sensation d'être de trop dans le roman. Moi, à titre personnel, il y a vraiment des trucs qui m'ont trigger. Il tente des références bibliques sur le ton de l'humour, met en scène Jésus, met en scène Marie. C'est de la pure irrévérence et c'est même pas, il y a même pas un effet comique, ça n'est même pas drôle. Vous aurez même pas un sourire en lisant ça. Les thèmes abordés, à part lui-même et ses conneries, il arrive à glisser quelques intrigues, mais qui vont pas loin. Il parle évidemment de sa bite, bien sûr, incontournable. Bite qui finira grignotée par un frelon sur la plage. Alors vraiment, j'ai lu ça gamin, autant vous dire que j'avais plus trop envie de sortir de chez moi. Il parle de ses conquêtes, il parle de sa vie de merde. Bref, les thèmes n'auront absolument rien d'original. On est dans les poncifs du genre, le célibataire qui se balade et qui veut absolument raconter comment sa vie elle est géniale. Ça n'intéresse pas grand monde. Je vous le déconseille, vraiment, je vous déconseille de vous plonger là-dedans. Moi, vous l'aurez compris, j'ai dû lire ce bouquin quand j'étais jury Goncourt à l'époque. Il va être retiré d'ailleurs de la liste des prix Goncourt en quelques jours après. J'en garde un affreux souvenir. J'ai dû le lire, j'ai dû me taper ces 800 pages là en quelques jours. Pour moi, c'est probablement l'une de mes pires expériences littéraires. Je pense ma pire expérience littéraire. Et je le déconseillerais même à mon pire ennemi. Voilà, c'était tout pour Alain Zanini. Eh bien, pareil, Marc-Edouard, tu es le plus grand auteur du 20e et 21e réunis, on t'embrasse. Mais effectivement, je l'ai jamais lu parce que je sais que ça va être abominable, donc j'ai pas envie de m'infliger ça. C'est abominable. Ouais, je n'en doute Tu pas. l'as lu, Pierre J'avais lu, comment il s'appelait, sur le machin des vermines, là Ouais, ce qui Régal des est... Vermines, ouais. On est le dans régal des le même vermines. ton, sauf que celui-là est encore plus long.
j'avais lu 40 pages et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cet imitateur de raté de Céline, en fait? Mais Et donc, je m'étais arrêté. il y a des nabistes, hein, voilà, bon, il y a des gens qui le défendent, Mordicus, mais voilà, j'ai un mauvais a priori et je sais que j'ai pas envie de m'infliger ça, en plus, il m'énerve, donc voilà, j'ai pas envie. Il est énervant, il énerve tout le monde, il veut provoquer tout le monde, résultat, le lecteur se sent mais pas du tout à l'aise en lisant son bouquin. Soit, ok, et ben écoute, bon choix, et tu nous as donné eh bien absolument pas envie de le lire, ce qui est le but. Parfait. Allez, Parfait, on parfait. enchaîne. On enchaîne avec le Kalevala d'Elias Lönnrot, paru en 1835. Donc on continue avec un autre livre démoniaque. Hein, si vous le lisez à voix haute devant le miroir, probablement que Brigitte Macron apparaît. Alors, le Kalevala, fallait que ça t'évoque quelque chose, Hilaros, formidable. Alors sur le contexte personnel, bah, c'est très simple. J'ai vu ça un jour, je me suis dit que ça allait être formidable. J'allais lire les épopées des temps les plus anciens d'un peuple qui commençait à peine à apparaître dans l'histoire culturelle, les Finlandais, puisque finnois, je crois que c'est la langue en bon français, mais peu importe, on s'en fout. En fait, j'étais complètement not ready. Alors l'œuvre, pour le coup, a un vrai contexte. C'est une œuvre nationale fondamentale. Il ne s'agit pas de lui dénier ce caractère. Je vous raconte en quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas eh bien la constitution de cette épopée de renommée mondiale. Donc on a un type, Elias Lönnrot, qui est un étudiant de Finlande, un homme venu du peuple, qui a fait de brillantes études, qui est suédophone, comme beaucoup de Finlandais du temps, et qui se prend de passion totale pour le finnois, qui va voyager pendant des années dans tout le pays pour collecter la poésie populaire du coin, surtout en Carélie, je crois, mais je me souviens plus, peu importe, et qui va écrire donc ce poème épique-là, le Kalevala, entre autres choses. Il est considéré comme l'écrivain de l'épopée nationale finlandaise, c'est le pilier vraiment le premier en tout cas de sa littérature et de sa langue, qui est un statut mérité, d'autant plus que l'œuvre en elle-même, sans être fictionnelle, elle a été complètement réarrangée, c'est plus son œuvre personnelle que la mise en écrit pur des épopées du fond des âges récoltées auprès des aèdes finlandais, quoi. Voilà. Donc voilà pour le contexte en quelques mots. Alors pareil, hein, l'édition là que vous voyez, chez Gallimard que j'ai, c'est à peu près 1000 pages aussi, hein, donc faut s'accrocher. Et comme pour le précédent, mon problème principal, c'est que j'en ai strictement rien à branler des poésies épiques des vieux pouilleux de la forêt de Finlande. Donc ça, c'est un problème. Alors qu'est-ce que ça raconte, ce Kalevala ? En gros, c'est supposé raconter les aventures de Wainamoinen, enfin en tout cas c'est le personnage le plus présent, qui est le fils de la déesse de je sais plus quoi et qui est barde. On va rencontrer plein d'autres personnages avec des noms de merde pendant 50 chants pour avoir une guitare, je crois. Il me semble que c'est le but, je sais plus. Chants sans rime, complètement libre. Donc c'est sans doute un chef-d'œuvre. Et moi j'ai trouvé ça absolument atroce. En fait, pour moi, la partie la plus intéressante. Je pense que franchement, vous pouvez trouver la même chose sur Wikipédia, à mon avis. C'est l'énorme introduction sur comment ça a été recueilli, d'où ça vient, la postérité du travail qui a été fait, qui est une introduction qui fait une soixantaine de pages à peu près, et que pour le coup, je me souviens d'avoir lu avec intérêt. Cette partie-là. Les chants, j'ai arrêté avant la fin, parce que bon, je crois qu'au 40e sur 50, t'as compris l'idée. J'en cite une strophe au hasard. J'avais dit que je citerais un truc, j'avais pris des notes en plus. Donc je cite une strophe au hasard que j'avais notée en préparant ce travail, hein. J'avais ouvert le livre au hasard d'une page, je vous cite: racle une fois le long de l'eau, une autre fois en travers du courant, ratisse de biais pour la tierce. Voilà, c'est ça, sur des centaines de pages, c'est l'enfer, quoi. Donc c'est pas mon truc du tout, je suis pas dans les élans des types qui vont tartiner des tonnes là, sur les sagas, la symbolique de la dimension magique des héros ancestraux, la langue rocailleuse des anciens, l'image des torrents de la montagne, la triade de Dumézil, en plus c'est même pas des Indo-Européens donc on s'en branle. Voilà, c'est bien ou c'est pas bien, point, là c'est pas bien. Après à traduire en français ça a dû être un vrai travail. Donc voilà, je respecte, c'est une œuvre nationale fondamentale, c'est vraiment la prise en main par un peuple de sa culture, j'en avais parlé je crois un peu à l'époque avec Fugitif de Linankowski. Il y a un contexte intéressant autour, mais voilà, lisez Wikipédia pour le connaître, c'est pareil à mon avis, puis s'il n'y a rien en français, vous trouverez des trucs, traduisez du finnois, c'est pareil. C'est une des lectures que j'ai trouvée la plus pénible, c'est en partie de ma faute, parce qu'à mon avis, ça se lit pas en entier à la suite.
Effectivement, c'est trop éloigné de mes goûts. Moi, le bar de, je sais pas quoi, Jacques Cavallo qui forge la pierre d'Aimonen avant de jouer du luth dans la forêt, j'en ai strictement rien à foutre. Et plutôt que pénible, c'est surtout extrêmement répétitif comme beaucoup de sagas. Je préfère l'histoire de l'œuvre à l'œuvre en elle-même, en fait. Voilà, il y a des choses comme l'Arioste, c'est pas ce que j'aime. Là, on n'est même pas sur un truc que j'aime pas, c'est quelque chose qui m'est trop étranger. Je suis absolument pas fait pour lire ça. C'est la lecture de l'annuaire, quoi. Pour moi, c'est à peu près équivalent. Au niveau prix, vous en avez pour 25 balles, donc vous en avez pour votre argent, mais faut s'accrocher. Vraiment, pour lire les 50 chants à la suite, vraiment, faut vraiment beaucoup aimer ça, sachant en plus que c'est un travail contemporain. Le type a beaucoup réarrangé la chose, donc finalement, c'est plus le travail de l'auteur que réellement l'épopée des Finnois en tant que telle. Mais il y a des gens qui apprécient, hein. Je sais que toi, Hazard, tu es très branché sur les vaches de, je sais plus quoi, comme Martin, Oh là là. MacDougall, les vaches de MacDougall et machin. C'est formidable, Eh hein. ben, C'est formidable, hein. Notre vieux fond indo-européen et tout ça, c'est très très mais bien. moi, je l'avais pour un intérêt civilisationnel, dans le sens où on est aussi celtes nous-mêmes, tu vois. Là, les Finnois, Ah on bah, en est loin. On en est très on est loin. complètement celte, hein. C'est vrai que quand je me balade dans les rues, je vois énormément de celte. Beaucoup trop de celte. Des Celtibères. Putain, je vois ouais, oui, des Mauritaniens, quoi. Soit, voilà, je sais pas, vous l'avez lu, le Kalevala? Tu l'as pas lu, Hasard, je suis étonné. Non, ben non, non, moi je suis pas très branché tout ce qui est nordique, hein. Ah bon? Vraiment. Ah, c'est de J'ai la... dû me faire des sagas Ragnar Lothbrok, des trucs comme ça là, mais là Kalevala, non, je suis pas tombé dedans quoi. Ouais, ouais, oui, en plus, c'est même pas indo-européen. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. C'est Finno-ougroyen, ouais. tout à fait des putains de finno-ougriens. Mais non, moi non plus, mais ça m'intéressait parce que voilà, la Finlande est un pays un peu méconnu, et puis je me disais, on va vraiment voir Et a raison d'ailleurs. Mm. C'est pas faux. Mais ça m'intéressait sur le fond et sur la forme, il s'avère que c'est très très dur de s'infliger ça. C'est vraiment très 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 long, quoi. Donc voilà, respect à Elias, on t'embrasse pas parce que vu l'état dans lequel t'es depuis 120 ans, on va éviter. Mais voilà, bravo à lui et c'est très bien la Finlande, mais sans nous. Allez, à toi Pierre. Oh, ça a l'air nul à chier, je le vois déjà à quel point c'est nul à chier, putain. Ah oui, effectivement. Alors, pourquoi j'ai lu ce truc? De un, parce que ma compagne l'a lu et m'a dit tu vas voir, c'est extraordinaire. Donc, à noter dans mon petit carnet, ne jamais écouter sa compagne. Ah non, pour les lectures, mais une femme qui lit, c'est pas fait pour. Voyons. Voyons. Non, c'était une mauvaise idée. Et en plus, en tant que, par tradition familiale, grand traumatisé de la Première Guerre mondiale, il y a un trope personnel qui fait que je m'intéresse à tout ce qui est ce genre de sujet. Ah, t'es comme les descendants de l'Algérie, c'est épigénétique. T'es un C'est traumatisé. épigénétique. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, bah, chez moi, tous les 5 minutes en bagnole, tu... Ah, on t'a perdu, Pierre. On t'a perdu. Allô? Hum. C'est bon, Tu c'est bon. m'entends? Ouais, ouais, ça a coupé, ça. Il essuyait une petite larme, il essuyait une petite larme. J'ai su une petite larme Il en se tant que... remémorait Verdun, c'était terrible. Et ça, vous pouvez pas comprendre, les métèques. Pardon. J'ai toute une partie de ma famille qui irrigue de son sang la Meuse, enculé. Donc, le roman partait d'un concept intéressant, mais déjà vu, pour le coup, déjà vu, revu, rat à revue. Après la Première Guerre mondiale, un ancien soldat qui a été mutilé pendant les combats est chargé de retrouver un combattant disparu pendant la guerre. Donc, cette enquête autour du dénommé Émile Joplin, dans la façon dans laquelle le roman est construit, devait permettre d'explorer les traumatismes laissés par la guerre et les histoires humaines des disparus. Et malgré un point de départ déjà vu et revu, mais qui peut faire une belle histoire tout de même, le livre est très décevant, pour ne pas dire nul à chier. Voilà. Il est présenté comme un récit émouvant. On peut s'arrêter là, voilà. C'est nul à chier, ça sera l'épitaphe. Il est présenté comme un récit émouvant sur les traumatismes des poilus après la Première Guerre mondiale, etc. Bon. Le roman souhaite à la fois être une enquête historique, une histoire d'amour tragique, une réflexion poétique et de mémoire. C'est surtout beaucoup trop compliqué pour ce que c'est réellement, c'est-à-dire un tas de merde. Cette volonté de faire compliqué révèle plus qu'autre chose les limites du roman. Je pense qu'il aurait dû s'attacher à faire une histoire simple,
un peu roman de gare, mais on n'aurait pas trop vu les défauts. Mais là, le fait d'avoir voulu donner une dimension noble à son œuvre fait que l'auteur se perd complètement et on en voit tous les défauts. Déjà, l'intrigue n'avance pas, tout simplement. L'enquête sur le soldat disparu se dilue dans une succession de témoignages et de détours narratifs qui n'apportent strictement rien à l'histoire. Et au lieu de créer du suspense, une certaine tension sur le devenir de ce soldat disparu, le récit donne souvent l'impression de piétiner pendant des pages entières pour gagner du temps afin de faire les 250 pages réglementaires demandées par son éditeur. Le narrateur et les figures qu'il rencontre manquent également de relief. Les personnages, c'est un peu une catastrophe. Ils semblent exister uniquement pour illustrer les thèmes du livre et ne semblent pas vivre réellement dans l'univers créé par l'auteur. Ce sont des personnages fonctions, tout simplement. Ils n'ont qu'un seul trait de caractère. Ils n'ont qu'un seul objectif dans leur vie de personnage. Résultat, il est assez difficile de ressentir la moindre émotion face à ce qui est censé être des drames, tout simplement. De plus, sur le style, voilà, comment dire. De plus, l'auteur, il a essayé d'adopter un style un peu poétique, un peu éthéré, plein d'images, de phrases métaphoriques, énormément de figures de style. Mais au lieu d'enrichir le texte, cette écriture est juste artificielle. On a surtout l'impression que le roman cherche à paraître profond plutôt qu'à réellement l'être. De toute façon, généralement, à une lecture simple, sans analyse de texte approfondie, on voit les figures de style à nous sauter aux yeux, c'est que c'est mal écrit, parce que ça veut dire que les figures de style sont mal intégrées à l'œuvre, et donc que c'est de la merde. Et puis, surtout, le roman s'attaque à la Première Guerre mondiale, qui est quand même un thème majeur de l'art, et plus particulièrement de la littérature. Il n'apporte pas de perspectives nouvelles sur les traumatismes de la guerre ou sur la mémoire des disparus, et puis beaucoup d'idées, la façon dont le roman s'échelonne, l'idée de base même est déjà vue et traitée de manière bien plus forte et bien plus réussie dans d'autres œuvres. Évidemment, on peut citer Au revoir là-haut, donc, pour le coup, qui est un très bon roman récent, ou encore le film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, qui est quasiment exactement c'est presque un copier-coller d'un point de vue de l'intrigue, sauf que Bertrand Tavernier a du talent, ce que n'a pas Gilles Marchand. Ok, c'est bon ou on t'a perdu? Ouais, c'est terminé. Ok. Soit. Il a drop le mic. Le mec, le style, voilà quoi. Voilà, c'est de la merde. Non, mais on a beaucoup de mal. Alors, t'as cité Au revoir là-haut et tout ça. Il y a effectivement quelques bons bouquins, mais je trouve qu'on a beaucoup de mal à écrire sur la guerre aujourd'hui de façon pertinente. C'est dur parce qu'on est tellement éloigné de la chose que moi je me souviens d'un traumatisme sur l'art français de la guerre d'Alexis Génie. Je crois qu'il avait eu le prix Goncourt, c'était nul à chier, putain, je crois que c'est une des premières fois en littérature, j'étais assez jeune, je devais avoir ton âge, Pierre, peu de choses près, mais où je m'étais dit, mais attends, vraiment, c'est ça le pinacle de la littérature actuelle, c'était des poncifs sur la guerre d'Algérie, sur les traumatismes et machin, je me disais, c'est pas possible, c'est un faux livre, c'est une caricature. Et effectivement, je n'ai pas parlé de l'ensemble des clichés qui existent sur la Première Guerre mondiale qui se ressortent en Big 2024. Quoi. C'est juste pas possible, ce genre de clichés. Bah ouais, c'est le problème d'aujourd'hui d'être déconnecté complètement de cette réalité-là. Et les images d'Épinal sur la guerre. Bon. C'est pas étonnant. Complètement trauma de la guerre d'Algérie, pareil. Attends, tu parles de laquelle actuelle ou Allez. Allez, vas-y. À toi, hasard. Allez, on va inclure un peu des femmes dans ce top. C'est vrai, j'en ai pas, t'as raison. Oh là là, t'es oui, bien sûr. T'as pas de femme, Hubert. Ah bah bravo. Ah non, j'ai pas de femme. Ah ouais, vous avez raison. Bah je lis pas en fait, les livres écrits par des femmes, c'est de la merde. Donc. Je peux pas dire que c'est de la merde, je ne lis pas. Oui, c'est vrai. Si, figure-toi que je vais faire une fiche bientôt sur un livre très récent écrit par une nana très jeune et tout ça. Donc je vais en dire, je vais essayer d'en dire un peu de bien parce que voilà, faut quand même. Mais c'était de la merde, hein. Si, c'était de la merde. Voilà. Mais un homme aurait fait la même sans doute aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est. Oui, bah c'est clair. Voilà. De toute façon, les différences s'estompent petit à petit. Hein. Exactement, c'est le transgenrisme en Big 2026. Je suis allé voir l'image de Gilles Marchand. Ouais, je comprends que la guerre, ça lui soit très, très lointain. Tiens, je vais aller voir il doit peser à peu près 45 kilos. Je vais voir Gilles Marchand, tiens.
J'ai Bon, marche, vas-y. je me lance. Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, sorti en 99 chez Albin Michel. Donc Amélie Nothomb, c'est une noble belge, fille de diplomate qui a notamment servi au Japon, rappelez-vous-en, ce sera important plus tard. Elle a suivi un cursus littéraire, a notamment soutenu sa licence de langue avec pour thème le style de Bernanos. Hein, tu vois, ça Exactement, pourrait presque être mais, une, elle lui ressemble, ouais, tout à fait. oui, d'accord, pas trop Elle est bête. d'une heure aussi. Je pense qu'elle aurait peut-être mieux fait de s'intéresser au fond de Bernanos plutôt qu'à son style, mais bon, passons. C'est possible. Alors, côté personnalité, donc elle a évidemment tous les réflexes ataviques de la pintade moderne, anti-corrida, féministe, proche des chiennes de garde. Il y avait un épisode où elle avait fait pression sur son éditeur, Albin Michel, pour qu'il ne publie pas les mémoires de Jean-Marie Le Pen, tu vois, elle en est à ce point-là. Donc le package complet pour obtenir de nombreux prix et distinctions. Ce qu'elle a eu, mais rien d'exceptionnel. Stupeur et tremblement fait partie de ces livres qui ont été le plus primés, avec notamment un grand prix de l'Académie française. Alors, le livre est une autofiction. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire autofiction, c'est un récit quand on écrit, quand on a une vie de merde et qu'on ne peut pas sortir une vraie autobiographie. Donc, on s'invente des événements inspirés de sa propre vie qui auraient pu arriver si on avait un peu de personnalité. Voilà. L'histoire nous plonge donc dans la peau d'une office lady au Japon, donc rapport à son propre passé, en lutte constante avec sa hiérarchie au point qu'elle finira au milieu de bouquin, reléguée au rôle de dame pipi du service. C'est une espèce de critique acerbe du monde du travail du Japon moderne. Alors, même si aujourd'hui, ce fameux monde du travail du Japon, c'est un sujet qui a été traité jusqu'à l'excès. On peut toutefois reconnaître son originalité quand il est sorti en 99. Et c'est pour ça que je l'ai eu entre les mains, d'ailleurs, au début des années 2000. Il m'a été proposé en prêt par une copine parce qu'elle me disait « Ah, toi qui aimes tant le Japon. Ok. Ah, tu aimes le J'ai Japon? quand même lu. Tu aimes le Japon? Je savais pas. En Il y a fait, déjà un problème. dans les années 2000, oui, j'appréciais beaucoup le Japon. Je faisais beaucoup de sports de combat, j'avais cette culture-là. Mais à l'époque, en fait, le J'ai Japon. fait du judo, c'est pas pour ça que j'aime le Japon. Ok. Mais moi, je faisais de l'arbitrage, on me proposait d'y aller, etc. Non, tu vois, j'étais vachement piqué dans cette culture. Mais, Ah ouais, mais toi, le Japon des années 2000, tu vois, avant que ça devienne kawaii, oui, animé, manga, non, mais machin, je comprends. celui-là. Je comprends. Tu étais dans le. Euh, Oui, ok. Dans le le Bushido, livre. quoi. Ouais, le Bushido, c'est ça, la vie dans chaque soupir. Le livre aura son succès, malgré ce que je peux en dire. Donc on imagine la petite bibliothécaire à lunettes, vivant avec ses chats qui s'extasient devant les frasques de la jeune Amélie, parce qu'elle est si faux-folle. Je pense qu'on atteint le summum lors d'un passage où, dans un état second, elle finit à poil sur son bureau à taper au clavier avec son cul. Enfin, on passera aussi sur la couverture avec son maquillage livide et rouge à lèvres carmin pour faire geisha parce que Japon. On a du mal à Je n'y dire. avais même pas pensé, putain. Exactement. Non, mais T'as raison. elle est tellement dans les clichés qu'on a du mal à se dire, mais en fait, elle a vécu au milieu d'eux, machin, etc. Ça a été un épisode de sa vie. Non, on a l'impression qu'elle y a passé 2 mois et qu'elle nous balance le bouquin. Non, elle y avait vraiment vécu des années. Bon. Bref, vous l'aurez compris, j'ai pas m'étaler dedans. C'est pas une lecture qui soit si dérangeante, mais à mon sens, le bouquin est complètement merdique. Je vais plutôt dire que j'étais pas le public cible à l'époque. Et même si la critique de l'Office Lady japonaise fait plutôt mouche, c'est intéressant le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, elle a énormément perdu de son originalité. On a déjà tous entendu parler de ce monde du travail japonais, toute cette rigidité qui d'ailleurs conduit à beaucoup de débordements. On parle notamment des suicides. On sait aussi que leur efficacité, elle est vraiment pas terrible. Il y a quelques anecdotes qu'on peut sortir du bouquin qui sont intéressantes, mais vraiment, il y a tellement d'elle-même dans le bouquin, c'est tellement une vie fantasmée d'elle-même, où elle fait la faux folle, le machin, le truc, que on en sort, quoi. On en sort très vite du livre, et heureusement, il est pas long, je crois que c'est 150 pages ou un truc comme ça, et heureusement. Moi, je l'ai rendu à ma copine en lui disant, bon, écoute, voilà, je te remercie. Je vous conseille évidemment pas de vous plonger dedans. Mais je sais qu'il y a eu je m'étais renseigné, il y a eu un film qui est sorti aussi sur le sujet et qui avait eu pareil son petit succès. Donc malgré tout, je sais qu'il y a un public, donc je n'irai pas jusqu'à assassiner ce livre. Mais toutefois le déconseiller.
Au suivant. Eh bien, on te salue, Amélie. Voilà, c'est très bien. Moi, personnellement, je passe mon tour de la même façon. Notons une chose, hein, elle est baronne Notons une belge. chose. Putain. Notons une Notons une chose, mais quel humoriste. C'est formidable. Notons une chose, mais on se marre, on se marre. Ok, très bien. Non, j'ai jamais lu Amélie Nothomb. C'est pareil, ça m'attire pas, tu vois. Voilà. Mais j'ai du mal à me que tu as faire du bien mal. fait d'adopter. Mais hein. c'est ça, j'ai pas envie de me faire du mal. Enfin, remarque, Préserve, je fais une préserve. liste de livres. Mais au moins, vous citez des livres de 150 pages. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. D'ailleurs, tiens, en parlant de livres de 150 pages, boum, Choléra de Joseph Delteil, paru en 1923. Alors ça, je me souviens assez bien du contexte. J'ai découvert Delteil dans Livre Arbitre, revue que je vous conseille par ailleurs, qui est très bien. Et donc on nous dépeignait ce Félibrige sympathique, réfugié près de Montpellier, ça te parlera Hydargos, où il suivait sa vie d'écrivain paysan après avoir été adopté et rejeté par le surréalisme, fini complètement oublié entre la fin des années 20 et le début des années 60, où il avait retrouvé un peu de lumière. Un type assez extravagant qui a adhéré au sillon, bon tant pis si vous savez pas ce que c'est le sillon, qui a été clerc de notaire, qui a été avant-gardiste à Paris, avant de finir en paysan retiré dans sa cambrousse. Donc je me dis, voilà, bon bah écoute, ils en disent du bien, je vais lire un de ses livres. Choléra est supposé être un des plus grands, on va dire, un des plus connus. Et puis on était dans le contexte large, enfin j'ai cru, probablement sur la foi d'une compréhension erronée de quelque chose. En tout cas, je croyais qu'on était vaguement dans le contexte de la guerre civile russe. Comme vous savez, j'aime bien. Donc je me dis, banco. En fait, déjà pas du tout. C'est un homme et trois très jeunes amantes dans une gaudriole géographico-paillarde sans queue ni tête, enfin sans tête en tout cas, qui devait être effectivement plaire à Breton en 1924. Le problème, c'est que dans le style, Delteil est avant tout un poète. Alors le livre est très court, hein, j'ai dit, dans les livres de 150 pages, il en fait partie, écrit gros en plus. Donc le problème, c'est que quand vous êtes un poète romancier, vous avez un langage très particulier, très clivant, vous êtes beaucoup dans l'image, le symbolisme, en plus on est dans sa période surréaliste, donc, ce qui donne un bouquin... comment qualifier ça, touffu dans son langage pour être gentil tout en digression. Et le second problème, c'est que c'est essentiellement du cul. Alors les mœurs sont changées, effectivement c'est beaucoup d'amantes vierges de 15 ans, bon au tempora, au morès, hein, on jugera pas que sur ça, on n'est pas des arabes, mais encore faudrait-il que le livre parle d'autre chose. Là c'est un petit peu le malaise. Je suis à titre personnel un cubéni assumé, hein, mais je suis assez libéral sur les mœurs des autres, hein, il faut prendre l'être humain comme il est, pas vouloir qu'il soit ce que l'on est, mais là c'est franchement désagréable. Je veux bien que l'écriture poétique puisse être une belle écriture pour certains, mais qu'on vienne pas me dire que c'est pas très pénible. Donc bien sûr, alors, citation d'une page au hasard, j'ai pris la page 112. Je vous cite 4 lignes pour que le style vous parle. Je vous cite Delteil. Dans la cambuse, le père Tartine prépare des harengs aux tomates. Une odeur de puce émane des casseroles. D'une haute cuillère de bois, quelqu'un remue des sauces. Dans sa cage, le perroquet. Chat. À la poupe, 2 matelots, un poilu et un imberbe dorment à plat ventre. Océan Pacifique. Voilà, au secours, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un haïku, ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça tout le long, quoi. Voilà, je veux bien qu'il y ait des sens cachés poétiques dont j'ai pas les clés, mais ça change pas le fait que c'est pas un plaisir, parce que ça parle que de cul, et effectivement, d'une façon qui nous met un peu dans l'inconfort à notre époque, mais ça pourquoi pas, c'est aussi le rôle des écrivains de brusquer, je veux bien que ce soit paillard, burlesque, très en avance, mais voilà, ça peut plaire, moi je pense que ça a très mal vieilli, ce qui est le problème de la plupart des avant-gardes en fait, mais même pour quelques euros c'est très dispensable pour le coup, et je pense que ouais c'est ça qui le caractérise le mieux, c'est d'avoir comme beaucoup d'avant-garde vraiment mal vieilli par rapport à, je dirais même pas nos goûts actuels, mais par rapport à ce qui est le goût et la norme, et qui est une œuvre qui fait partie d'une parenthèse en fait, et une fois cette parenthèse refermée, on comprend plus quoi. Voilà, c'est nul à chier, et voilà, je suis pas grand fan des paillardises débiles avec des gamines de 15 ans, voilà, où on parle de leur gros cul toutes les 5 minutes, c'est pas mon truc quoi. Mais chacun le sien, voilà. Donc un livre qui plaira voilà, à tous les hommes d'avant-garde qui effectivement désirent les filles de 15 ans. Ça, effectivement, ça n'a pas changé. Allez, à toi Pierre.
Oui, bah, on passe de l'avant-garde à l'avant-garde, puisque l'amant de Marguerite Duras. Alors pourquoi je me suis infligé ça? Parce que j'ai fait une hypocagne-cagne, et comme tout bon hypocagneux, on doit passer par le nouveau roman. Et qui dit nouveau roman dit Marguerite Duras, pour sa période tardive notamment. Et Marguerite Duras, c'est la grande prêtresse du nouveau roman, il ne faut pas se mentir. Et l'amant, particulièrement, est présenté comme le chef-d'œuvre du courant du nouveau roman. Alors déjà, le nouveau roman, c'est quand même pas terrible. Et donc le chef-d'œuvre du nouveau roman laissait présager certaines choses. Donc on est évidemment sur un bouquin récompensé par le prix Goncourt, qui a été publié en 1984, si je dis pas de conneries. Et au final, bah, c'est juste complètement surévalué, on va pas se mentir. Il a une réputation extrêmement prestigieuse, comme je vous ai dit, et le livre est totalement creux, répétitif et même carrément prétentieux. Et il repose, l'intrigue repose sur une ligne et demie. C'est la relation entre une adolescente française et un riche chinois dans l'Indochine coloniale. Donc c'est à peu près, elle a dû faire 3 ou 4 livres sur le sujet. Il y a Un barrage contre le Pacifique, il y a L'amant, il y a La vie d'un riche homme de Chine, quelque chose comme ça. Donc quand on n'a qu'une seule chose à raconter, on la raconte 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, trop de fois. Mais donc au-delà de cette idée de départ qui a déjà été vue et revue par l'auteur, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est rien. Il n'y a pas d'histoire, pour faire très simple, ça avance à peine, et ça donne plus souvent l'impression de tourner en rond autour des mêmes souvenirs et des mêmes scènes. Donc déjà qu'elle n'a qu'une seule chose à raconter, en plus elle n'est pas très prolixe sur les manières de la raconter, et pour un lecteur qui attend quelque chose d'un livre, hein, que le livre lui donne quelque chose un peu d'agréable, on en sort surtout frustré. Alors, le fameux style de Marguerite Duras, qui est sûrement la mort de la littérature, est souvent présenté, encore une fois, Libé, tout ça, comme étant poétique et épuré, alors que on peut surtout le qualifier de répétitif et de vide. Les phrases courtes s'enchaînent, les mêmes images reviennent encore et encore. Il y a des trucs assez abominables du style je cours, je crois que j'ai couru, est-ce que je cours? Oui, je cours. Bon, voilà, ce genre de choses. Et on a l'impression que certaines pages semblent juste remplir de l'espace, parce qu'il faut remplir de l'espace pour écrire un roman, plutôt que d'apporter quelque chose au récit. À force de vouloir être simple et suggestif, on est surtout sur un style extrêmement pauvre. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Les personnages restent toujours froids. Il n'y a aucun plaisir à les suivre. Marguerite Duras observe sa propre histoire, parce qu'évidemment, il s'agit d'un roman autobiographique, d'une autofiction, pour revenir sur cette bonne vieille Amélie. Donc elle observe sa propre histoire avec une distance qui empêche toute véritable émotion. L'amant lui-même, donc ce vieux chinois, qui est pourtant central dans le livre, hein, puisque c'est le nom du roman, il reste flou et décoratif. Résultat, une relation qui est censée être quand même au cœur du livre ne parvient pas à toucher, pas à émouvoir, pas à mettre en colère. On sent rien, en fait, tout simplement. On lit une notice d'un meuble Ikea, l'impression que Duras n'avait rien à raconter et a uniquement créé son style, si on peut appeler ça comme ça, pour emballer du vide dans du vide. Alors, j'ai ma petite hypothèse sur la célébrité de l'amant et de des autres œuvres de Marguerite Duras, qui doivent plus tenir à ses incointances poético-médiatiques dans une époque post-68arde et où Mitterrand est encore le grand patron, qu'un réel talent. Tout ça pour dire qu'on n'embrasse pas Marguerite Duras aujourd'hui qu'elle est 6 pieds sous terre, et même avant, quand elle était alcoolique. Voilà. Ce qui lui faisait au moins une qualité, mais écoute. Elle fumait des cigarettes, deuxième qualité. Exactement, elle aurait dû se contenter de faire ça en fait. Elle portait les Marcel. Mais je suis pas alcoolique. Je suis pas alcoolique, quoi. Je bois à peine. Pas encore. Ouais, pas encore, mais 2-3 de faire liste encore comme ça, tu vas le devenir. C'est possible, c'est possible. Allez, à toi, Hazard. Oh, que ça a l'air nul aussi, putain. Mais non, regarde, le livre inspire une série, ça peut pas être nul. Oh, l'angoisse.
Bon, je vais essayer de garder un peu mon sérieux. Alors, Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, petit traité de consolation, sorti en 2021. J'étais obligé de la mettre parce que bon, avec Nab, j'ai présenté un écrivain antisémite, alors il fallait que Ah, je c'est elle, rétablisse la... c'est il elle. fallait que je rétablisse la C'est balance. elle. Ah, La ok, fameuse. ok, non, je vois maintenant. Ok, c'est elle qui est rabbin. Delphine Orviller, elle Ouais. est autrice et rabbin. Mais il faut le dire dans ce sens. Hein. Il faut pas dire auteur et rabbin, ni autrice et rabbine. Elle est autrice et rabbin, sinon ça la vexe. Elle en fait tout un chapitre de son livre. Donc voilà, il faut. Et c'est déjà pour vous présenter les choses. Ne faites pas l'erreur. Elle a l'air sympa. Alors, très 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 sympa. Donc, issue d'une famille juive d'Alsace, dont les grands-parents ont été rescapés des camps de concentration, elle fait partie du mouvement Chut. des rabbins. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, rien. Je fais de la prévention. D'accord. Donc elle fait partie du mouvement des rabbins libéraux. Elle a fait un peu de journalisme radio en France et à New York. Elle est l'auteur d'une dizaine de petits livres société, principalement en lien avec le judaïsme. Hein. Notons les best-sellers Comment les rabbins font des enfants et aussi Réflexions sur l'antisémitisme. Euh, On peut noter qu'elle a été mariée avec Ariel Veil, hein, le maire PS des arrondissements du centre de Paris. Donc bref, que des qualités qui lui permettront d'être récipiendaire de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Mérite et officier des arts et des lettres pour... on ne sait pas vraiment pourquoi, mais moi, je suis sûr qu'elle doit le mériter. Alors, le livre que je propose aujourd'hui s'appelle « Vivre avec nos morts, petit traité de consolation ». Disons-le clairement, hein, c'est pour ça qu'il figure sur ma liste. Il n'est pas du tout ce que le titre peut laisser penser. Je vais vous expliquer tout ça après. Moi, on me l'a prêté hein, pour donner un peu comment dire, le contexte. On me l'a prêté suite à une discussion que j'ai eue avec des paroissiens. J'interviens auprès de familles en deuil. Et comme souvent dans ces cas-là, on sait vraiment jamais quoi dire. Je pense que ça nous parle à tous. Parler à des gens endeuillés, c'est toujours compliqué. Donc, je pensais que ce livre aiderait, et bordel, ce ne fut vraiment, vraiment pas le cas. Le livre, c'est juste une occasion pour l'auteur de parler d'elle-même. Tout est prétexte à se mettre en avant, expliquer qu'elle est, je cite, hein, entre guillemets, géniale, drôle, profonde et décalée. Donc, c'est ses propres mots. Hein. On part à chaque fois de l'accompagnement qu'elle propose pour un enterrement en tant que rabbin, et on bascule très vite sur les scènes de son enfance, sa relation avec son grand-père rabbin, lui aussi, les personnes qu'elle a vues mourir, la Shoah. À peu près, j'ai compté dans 60% des chapitres, à peu près, elle parle de la Shoah. Hein. Ouais, mais elle l'a vécu. Ouais, elle l'a vécu, bien sûr. Alors, le livre, il n'est pas dénué d'intérêt, il n'est pas affreux à lire. Hein, vraiment, de tous ceux que je vais présenter ce soir, c'est peut-être même celui qui a le mieux écrit. Il a un style très fluide. On reconnaît un peu le côté journaliste, hein, donc ça se lit facilement. Non, vraiment, si je le présente là, c'est qu'il est absolument trompeur. Sur cette thématique-là, hein, sur ce côté, la consolation, n'attendez rien pour vous permettre de vous consoler d'une perte ou d'aider vos proches à se consoler. N'attendez rien de tout ça ici. Hein. Sur le plan spirituel, il se veut tellement grand public qu'il n'apporte absolument rien. Je me disais à la rigueur, j'apprendrais 2-3 choses sur le judaïsme. Globalement, pas trop. Tout y est prétexte hein, pour vanter le judaïsme, hein, justement, hein, dont elle ose absolument aucune critique. Hein. Quand le judaïsme, il est très austère et très contraignant, pour elle, c'est super. Quand au contraire, il est poétique, haut en couleur et ouvert à l'interprétation, c'est super aussi. Vraiment, peu importe, hein, c'est toujours très bien. Quoi. Au lieu de récits de vie, qui nous aurait permis de nous aider à construire notre propre vie face à la mort, le lecteur se retrouve à devoir subir les petites histoires personnelles de l'auteur, d'autant plus qu'elle précise que certains éléments de chaque chapitre peuvent être romancés sans que l'on sache vraiment lesquels. C'est dérangeant parce qu'il y a des moments où on est pris dans l'histoire donc du personnage qu'elle vient de rencontrer pour préparer l'obsèque du membre de la famille. On attend d'en savoir plus, etc. Elle coupe en plein milieu pour nous raconter sa propre vie et ce que ça lui inspire. Franchement, c'est triste hein, d'en arriver à ce point-là d'égocentrisme. Bon, je disais donc la duplicité de l'auteur, Oh est là dérangeante. là, les poncifs, c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Elle ment sur la marchandise et elle fait preuve de duplicité. Oh bah.
Les morts des autres sont racontées pour nourrir son propre récit et les endeuillés disparaissent vite derrière sa parole. Et c'est bien dommage parce elle a pu enterrer des célébrités. Elle a notamment participé aux enterrements des victimes de Charlie Hebdo. Il y avait des juifs dedans. Elle a participé donc aux enterrements, parfois en principal, parfois juste en accompagnement. Elle s'occupait aussi du décès de Simone Veil. Elle a fait partie de des deux rabbins qui ont officié à ce moment-là. Et il y aurait eu des choses à dire là-dessus. Vraiment, il y aurait eu des choses à dire, mais non, non, non. De Simone Veil, elle préfère parler de sa copine machin et de la Shoah. Tu vois, elle préfère parler de ça plutôt que les derniers jours de Simone Veil ou nous expliquer comment ont été vécus ses obsèques ou ce genre de choses. Bref. Donc en résumé, hein, sans être dépourvu de matière à la réflexion, ce livre n'est pas du tout ce qu'il annonce. Il s'agit des confessions d'un rabbin déclenchées par les enterrements auxquels elle assiste. Je dirais donc que ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Voilà, tout simplement. Ouais, je comprends la déception. Sur le coup, je vois l'idée. Effectivement, ça aurait pu être blague à part, ça aurait pu être intéressant d'avoir Ouais, très effectivement très. les derniers moments de certains personnages. Et le style n'est pas mauvais, hein. Le style n'est pas mauvais. Il y a ce côté journaliste où on est très vite pris. On peut lire des pages et des pages comme ça en une soirée. On peut être pris dedans, mais à chaque fois, elle nous parle de son grand-père, de son machin, de son truc, on en a rien à secouer. On en a vraiment rien à secouer. Ouais, je comprends, je comprends. Bon bah écoute, oui, tromperie sur la marchandise, je vois l'idée. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ok, soit. Allez, à moi. Eh bien, la Critée, ou l'épopée d'Hygiénis Acritas, qui n'a pas d'auteur connu en tout cas, et qui date, alors on n'est pas certain, mais sans doute pas avant le début du XIIIe siècle. Donc pas d'auteur, ça va plus vite. Pour le contexte, bon, je crois que c'est assez clair. J'apprécie l'Empire romain d'Orient, hein, je ne m'en cache pas. J'ai envie que sa littérature et son histoire me soient connues, et j'en lis le plus possible, même si ça reste très ponctuel. Donc ce choix pourrait en surprendre certains, mais je ne suis pas un dogmatique. Sur ce bouquin précis, j'avais toujours retardé la chose pour cause de poésie épique. Je sentais les ennuis arriver. Je sais plus du tout quand je l'ai lu, ça remonte quand même, hein, j'ai aucun souvenir du lieu et du moment, mais je sais que ça n'a pas été une expérience très plaisante, surtout que, à l'instar du Kalevala, où je l'avais pas dit, c'est complété par beaucoup d'autres poésies, d'autres coins, c'est complété par d'autres œuvres qui font pas plus rêver pour remplir le livre. Le Digénis en lui-même, c'est à peine 100 pages, l'édition que vous voyez là chez Anacarsis, hein, comme d'habitude, doit faire à peu près 250 pages en tout, et comme d'habitude chez eux, c'est pas donné, je crois qu'il coûte 20 balles. Alors pareil, il y a une introduction très longue, qui était très utile, mais on est là pour juger l'œuvre vraiment en tant que telle. Je pondère un petit peu comme le Kalevala parce qu'on parle de livre en tant qu'objet, donc l'introduction en fait partie, mais on le lit normalement pour son contenu principal. Contenu principal, donc, qui est le grand poème épique byzantin, dont on ne connaît pas l'auteur, comme j'ai dit. Alors, j'ai dit début 13e, c'est début 12e, je sais plus ce que j'ai dit, peu importe, mais je crois que c'est plutôt début 12e, pour la plus ancienne version qu'on ait, mais qui a sans doute des racines plus profondes, qu'on devine parce que les propos concernent les Arabes et non les Turcs, qui sont, au début du 12e, les ennemis principaux de l'Empire. Épopée en langue vulgaire, et qui n'est sans doute pas un poème vraiment de cours vu ce que ça raconte, plutôt d'un milieu, comment dirais-je, cultivé de la frontière. Donc contexte général qui est assez sympathique pour l'amateur d'histoire, jusque-là tout va bien. Donc en gros, le Digénis Acritas, c'est l'enfant de la frontière à la double origine, d'où son nom, Digénis, de naissance en grec, d'un père musulman converti au christianisme et d'une mère grecque qui avait d'abord été enlevée par ce dernier, qui se convertit après, bon peu importe, on s'en fout, complété par pourquoi Digénis Acritas, parce que les Acrites, hein, ce sont les soldats de la frontière. Et donc après, on va avoir la vie de notre héros, alors qui est dans la veine de l'érudition impériale du temps, donc un roman d'amour antique avec un peu de chansons de geste, matiné surtout parce qu'on est dans l'Empire byzantin, de référence à l'épopée grecque antique. Hein, le héros est très proche d'Héraclès. Il rencontre l'empereur, il va vaincre une paire de monstres, il va délivrer la campagne des brigands et compagnie. Voilà, ça c'est un petit peu le propos général de l'œuvre. Donc oui, c'est un texte historique très intéressant, c'est un exemple de littérature byzantine provinciale du Moyen-Âge, donc
là-dessus, c'est très intéressant pour celui qui s'intéresse à l'Empire, qui illustre un petit peu les préoccupations du temps, donc la religion, la guerre bien sûr, mais aussi cette espèce d'irénisme culturel et religieux, alors sur lequel parfois on fait des tonnes, mais qui existe, qui illustre aussi le bon gouvernement, l'instabilité, et puis la vie des marches de l'Empire, toute leur dynamique socio-politique et les rapports culturels, disons, interfrontaliers. Même si on parle dans le poème d'un temps plus ancien, vous savez bien qu'on projette toujours un petit peu de soi, même quand on parle du passé. Mais voilà, si tout ça c'est très bien, encore une fois, super contexte, introduction très intéressante. C'est ce qu'on va chercher quand on fait l'exégèse du texte. Après, il faut se taper l'œuvre en elle-même. C'est pas du Verlaine. En fait, plutôt que vraiment un des pires livres, c'est en décalage complet, encore une fois, avec ce que l'on apprécie. C'est pas un style, moi, qui me touche particulièrement. Il y a des analyses très intéressantes autour, mais elles sont souvent plus contextuelles et historiques que textuelles. Voilà, c'est... pour faire simple, je dirais que c'est le pinacle de la littérature byzantine du Moyen-Âge, et ça vaut pas forcément beaucoup mieux, voire moins bien sur la forme que n'importe quelle œuvre de notre Moyen-Âge occidental. J'aime pas plus ça, donc ça a vraiment trop mal vieilli. J'ai l'impression qu'il faut... ouais, mais faut être un petit peu... Je suis un grand fan d'épopée. Oui et non, faut être un peu un poseur, j'ai l'impression, pour aimer ça. Surtout qu'ils prennent souvent la peine de ne pas les traduire, donc ça reste très souvent dans un langage pseudo-ancien, là où on fait l'effort, notamment pour les textes grecs, de trouver une traduction un petit peu plus adéquate. Voilà, c'est une question de goût personnel, mais franchement... ne lisez pas ça pour sa qualité intrinsèque si vous savez modérément séduit par ce genre d'œuvre, et si en plus l'Empire romain d'Orient ne vous intéresse absolument pas, je pense que ça ne vous apportera strictement à rien, et au moins c'est court, mais ça reste très pénible à lire, et ça n'apporte pas forcément beaucoup plus que les œuvres occidentales, voire les œuvres antiques grecques dont ça s'inspire très fortement. Mais ma foi, ça reste un exemple de ce que l'on faisait dans la province byzantine au Moyen-Âge en termes d'érudition et de texte. Donc bon, pourquoi pas pour ceux qui seraient passionnés par la chose et qui ne connaîtraient pas ce pinacle littéraire byzantin. Voilà. Allez, à toi, Pierre. Alors, pour le coup, un livre qui aurait pu être vraiment très très bien et qui est malheureusement fort raté, Un père ordinaire de Philippe Dourou. Donc, en quoi ce livre aurait pu être très très bien? Parce que Philippe Dourou est un ancien journaliste aujourd'hui à la retraite, qui est un journaliste de gauche, qui a travaillé à Libération, on y revient. Et ce bon vieux Philippe a eu le bonheur ou le malheur, ça dépend d'où vous vous situez, d'avoir un père qui était donc qui a été engagé volontaire dans la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale, donc tout d'abord dans la LVF, puis dans la Charlemagne, et qui a fait au-delà de ça un mec convaincu, puisqu'il a fait partie du fameux dernier carré autour du bunker dans l'enfer de Berlin en 1945. Donc évidemment, quand vous avez ce synopsis, c'est vraiment un des arguments en faveur du livre. C'est son intérêt historique, psychologique, comment appréhender le fait d'avoir un père qui est votre opposé total. Et même sur ce terrain, malheureusement, l'ouvrage laisse une impression vraiment mitigée, on pourrait même dire assez décevante. C'est pas le pire livre, les trois autres livres que j'ai lus avant sont vraiment pires, mais je trouve que c'est le livre le plus décevant, clairement. Donc il s'inscrit dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, donc à la fois dans une espèce de recherche biographique du père, donc comment le père, où est né le père, dans quel milieu social, dans quel milieu il a grandi, comment il s'est engagé en 1942, et à la fois une dimension historique, donc suivre ce qui a été la LVF, puis la division Charlemagne, tout au long de son parcours, de Moscou en Biélorussie, en Poméranie jusqu'à Berlin. Le projet de l'auteur semble, parce que je pense pas qu'il ait su lui-même trop comment mener sa barque. Le projet de l'auteur semble être montrer comment un homme qui semble ordinaire en tout point, donc un jeune homme qui a 21-22 ans en 1940, qui est devenu un père apprécié, qui a fait du travail, qui avait un travail normal, etc., peut être impliqué dans l'engrenage d'une époque et choisir le mauvais côté en quelque sorte. L'idée extrêmement forte sur le papier, explorer
la banalité des acteurs de l'histoire et les zones grises de la responsabilité. Parce qu'au première vue, on pouvait se dire que malgré tout, même si les idées politiques de son père étaient à l'opposé des siennes, Philippe d'Aurault aurait pu avoir quand même une certaine... C'est son père, donc une certaine sensibilité envers lui. Mais premier problème, c'est que le traitement historique en tant que tel, donc le suivi des différents volontaires, donc l'histoire générale est extrêmement superficielle. On donne le livre nous donne plutôt l'impression de rester à la surface des événements et les grands enjeux de la période, que ce soit la collaboration, la résistance, la pression sociale, etc., sont évoqués très légèrement, mais rarement analysés en profondeur. L'auteur cherche surtout à savoir si les SS français ont participé à des massacres en Biélorussie. Ce qui est assez étonnant, puisque quand il est donc allé en Biélorussie pour faire son affaire, il a demandé à des vieilles personnes, donc des vieilles Biélorusses, généralement des femmes, qui lui disaient français très très gentil, allemand très méchant. Donc sa théorie en prend un coup sur le fait que tous les Français qui étaient ont commis des horreurs. Donc le contexte historique apparaît davantage comme un décor narratif que comme un véritable objet d'étude. Il part convaincu d'avance et n'arrive pas à changer d'avis au fur et à mesure. Changer d'avis. Je ne demande pas changer d'avis, mais il part convaincu d'avance et reste dans ses préconçus et n'évolue pas au fur et à mesure du roman. Une autre limite, l'ouvrage ne propose ni enquête historique approfondie, ni mise en perspective solide avec son père. On aurait pu attendre un travail plus rigoureux sur les sources, sur les archives ou sur les débats historiographiques autour de la période et des volontaires français dans l'armée allemande. Et au lieu de cela, l'approche demeure à la fois très personnelle et pas assez. On est dans un entre-deux. L'impression que l'auteur n'avait pas assez n'avait pas assez de texte pour faire un ouvrage complet sur son père et qu'il a donc dû remplir avec des passages historiques. Mais dans ce cas-là, on est un peu le cul entre deux chaises et on ne sait pas trop où aller. Enfin, la promesse implicite du livre, donc un père ordinaire, comprendre comment un individu banal s'inscrit dans l'histoire, et particulièrement du côté des mauvais, n'est que très partiellement tenu. Le livre effleure la question essentielle de la responsabilité individuelle, mais sans vraiment l'explorer avec la complexité qu'elle mérite. Comment quelqu'un de normal va s'engager à 20 ans, en 1941, sur le front de l'Est. Bon, c'est une question qui n'est pas répondue. Même si un père ordinaire possède un potentiel vraiment indéniable, je trouve, son traitement reste vraiment trop limité pour satisfaire un lecteur intéressé à la fois par l'histoire de la période et en même temps par cette dimension personnelle, psychologique. Comment accepter que son père puisse être un salaud, pour faire simple. Et l'ouvrage se situe entre le témoignage, le récit personnel, l'essai historique, sans vraiment parvenir à lier tous ces composants pour en faire quelque chose de bien, tout simplement. Au final, Un père ordinaire apparaît comme un ouvrage qui confond une sincérité, l'intérêt littéraire, l'intérêt historique et le vécu personnel. Le vécu personnel peut être une matière extrêmement forte, mais il faut encore la transformer en un récit qui puisse nous capter. Ici, l'expérience individuelle est à la fois pas assez développée, trop anodine pour nous captiver réellement, et puis surtout, l'auteur, comme déjà dit, il dit que son père était un père excellent, qu'il l'a très bien traité, lui et son frère, qu'ils étaient vraiment très heureux avec lui. Mais le dernier chapitre m'a vraiment dérangé, puisqu'il s'appelle « Je ne l'appellerai plus jamais papa ». Et donc, il y a cette dimension de non-pardon de quelque chose qui, en tant que... Bref, pour des convictions personnelles, me gêne un petit peu. Donc, il y a tout ça dans ce bouquin qui est... comme dit, partait de quelque chose qui pouvait vraiment être intéressant et au final se délite un peu dans une confusion des genres, dans un style correct mais sans plus, et dans cette recherche qui n'est pas accomplie, j'ai l'impression que l'auteur n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et que la déception se ressent dans l'ouvrage. Voilà. Ouais, ça se comprend bien, tu vois, c'est le genre de livre que j'aurais pu lire comme ça et faire une fiche, mais ouais, surtout la fin, et ce que tu as évoqué, c'est toujours quelque chose qui me dérange dans ce genre d'œuvre sur la famille, c'est l'aspect effectivement règlement de compte, et
et se servir d'une œuvre pour en conclure effectivement son espèce de soumission et de non-pardon. Je veux dire, il aurait pu... tu peux garder ça pour toi en plus, quoi. Je trouve que ça fait... Ouais, il y a vraiment cette dimension un peu, t'as raison, règlement de compte, quelque chose qui est pas Mais ça qui est m'étonne pas pas. très heureux. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est souvent comme ça. Ça se finit toujours comme ça par un acte de contrition en disant vous inquiétez pas, je lui ai pas rendu hommage. Hein, j'ai enquêté, mais c'est un salaud. Hein, voilà. Mais ouais, je sais pas. C'est un père, ça reste un père. Hein, je veux dire, c'est effectivement, il a commis des crimes. C'est un petit peu tard pour se réveiller et faire acte de contrition. Enfin bon, bref. Peu importe. Il aurait pu lui dire il y a 40 ans, peut-être qu'il lui a dit. Peu importe. Ok, soit. T'es l'ennemi Oui. a plus de soldats, c'est qu'il est plus nombreux. Ouais, ok. Allez, vas-y. On reste dans la guerre, on reste dans la guerre. En plus, j'ai trouvé une belle couverture, c'est la même que j'ai, je crois. Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors, pas besoin de forcément s'étendre, hein, on connaît tous. C'est basé sur les écrits d'un général de renom chinois qui pourrait n'avoir jamais existé. Prétendument autour du 5e siècle avant notre bon Jésus-Christ. Donc, hein, pour la petite histoire, à l'époque, il était courant d'attribuer un traité soit à un ancêtre, soit de constituer ex nihilo une légende autour du récit pour lui donner une aura mystique. C'était très à la mode et puis c'était vendeur. Bon, toujours est-il que ce traité militaire a eu un énorme succès en Chine au cours des âges. Il nous parvient en France par sa traduction d'un jésuite au XVIIIe siècle. Comme quoi les jésuites n'ont pas fait que des bonnes choses. Et connaît un certain succès en Occident quand il est traduit en anglais juste avant la Première Guerre mondiale. Probablement pour ça que les Anglais ont gagné la Première Guerre mondiale. Ils avaient lu Sun Tzu. Alors Internet m'a appris que son succès devient évident après la victoire de Mao en 49. Alors ça, je ne savais pas du tout. Ah, moi non plus, tiens. Apparemment qu'il s'est beaucoup vendu. Comment témoignent ses ventes. Petit livre rouge et petit Sun Tzu dans sa poche, hein, l'occidental était prêt à contempler la glorieuse Chine millénaire. Pour ceux qui l'ont jamais ouvert, donc je me suis sacrifié pour vous, hein, comme ça vous n'aurez pas à le faire vous-même. Globalement, il faut dire, hein, c'est de la merde, hein, c'est vraiment de la merde. Mon résumé le plus succinct, ce serait de dire que c'est un livre donc fait par un général de salon pour des généraux de salon. Je vois pas d'autre image. Hein. Le livre, il est composé de 13 chapitres. Alors, vous avez des lapalissades qui répondent à des tautologies. Hein, vraiment, vous n'avez que ça. Où les auteurs défoncent des portes ouvertes. Les grandes idées sont assez floues pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, que ce soit la guerre, le business, les relations sentimentales. J'ai vu en faisant mes recherches certains le comparer à l'horoscope. Donc, vous avez l'impression que ça marche, on peut remercier le texte. Si ça échoue, c'est que vous n'avez pas su l'interpréter correctement. Globalement, quand vous lisez Sun Tzu, vous avez vraiment l'impression d'être dans ce genre de situation, quoi. Alors, il y en a qui aiment ça, hein, c'est très bien pour eux, hein, la mystique chinoise et les aphorismes. Alors, ils ont vu au cinéma que c'était très branché, c'est dans l'air du temps. Alors, je suis à peu près sûr que sur LinkedIn, hein, on doit trouver des milliers de citations de Sun Tzu pour démontrer son esprit corporate. Moi, perso, je fais l'impasse, hein, j'ai jamais vraiment accroché au bouquin. Même si le bouquin est court, heureusement. Si vous en tirez vraiment le moindre enseignement, sur la guerre ou la conquête, c'est que vous partez de très 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 loin. Je ne vais pas m'étendre énormément sur le bouquin, vous pourrez le lire un jour si vous voulez pour le LOL, ou juste hein, vous contenter de certains extraits sur le net. Je vous ai pris quelques citations pour illustrer, alors accrochez-vous bien à vos chapeaux de bambou. Oh putain, mais c'est des vraies citations du bouquin. Celui qui sait quand il peut combattre et quand il ne peut pas sera toujours victorieux. Alors, C'est Bien profond, vu. c'est profond. Non, mais ça en dit beaucoup. Vous en Moi, sortez grandi. on en sort transformé hein, de ce genre de Bien choses. sûr. Ah oui, encore mieux. Tous les hommes peuvent voir les tactiques que j'emploie pour vaincre, mais ce qu'aucun ne voit, c'est la stratégie d'où naît la victoire. Alors là, vraiment. J'ai pas compris déjà. Mais moi, je l'ai sous les yeux, je la comprends toujours pas. Hein, voilà. Ah, c'est Et qu'est-ce normal. qu'il faut en faire de ce truc, du coup? De quoi? Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Qu'est-ce qu'il faut en faire de ce truc?
Et on ne sait pas en fait, c'est un ovni Ah littéraire, oui, le machin, et il y a des gens qui disent, mais en fait c'est tellement incompréhensible, c'est la grande sagesse, donc il faut le mettre sur un piédestal, alors que absolument pas quoi. Dernière citation, vraiment celle-là, palme d'or. Quand tu es proche, fais croire que tu es loin. Quand tu es loin, fais croire que tu es proche. Imparable, vraiment imparable. En plus, Là, c'est complètement con. Quel intérêt, enfin, je sais même pas. on il dirait un faut, sketch. non mais globalement, toute la thèse du bouquin, c'est il faut tromper, il faut Oui, que oui, sa oui, non, stratégie ne je sais. soit pas comprise par l'ennemi, etc. Il faut se connaître soi-même et connaître l'ennemi, mais vraiment que des trucs, mais il y a aucun général au monde, personne qui n'a gardé, qui n'a ne serait-ce que géré une dizaine d'hommes, ne s'est pas dit ça de lui-même, quoi. Évidemment, en fait, ce sont des poncifs, ce sont des évidences, et ceux qui ne parlent que de ce bouquin ou qui s'en inspirent, qui machin, qui truc pour moi, sont d'énormes idiots. Voilà, je termine là-dessus. Très bien, très bien. Ok, et ben on en arrive au dernier livre. À mon tour, voilà, on arrive au pire livre, hein, le premier de ma vie. Bon, j'exagère un peu, mais c'est le souvenir que j'en ai, que j'ai arrêté volontairement moins de 100 pages. Voilà, inutile de parler du prix, ne l'achetez pas, à moins que vous soyez un mec de l'establishment culturel parisien qui a des pyjamas sur mesure en popeline de fils de pute. Alors que, comme vous savez, on dort au mieux en calbar. Euh, non, le Roland Furieux, j'ai au moins fait la moitié. Le Kalevala, au moins j'ai quasiment fini la chose. Les autres que j'ai cités, je les ai lus en entier. Là, c'est pas possible. C'est un dégoût absolu pour le style et le propos. C'est une horreur. Alors c'est un classique de prix Nobel et compagnie, hein, comme vous le voyez, donc désolé pour ceux qui aiment ça. J'exagère pas parce que quand j'ai ouvert le livre, quand j'ai préparé les vidéos pour prendre une page au hasard et faire une citation, j'avais encore la page 82 écornée, du coup je suis tombé dessus tout de suite et je suis pas allé plus loin. C'était au moins il y a 10 ans que j'ai corné la page. Voilà, il m'a marqué hein, malgré tout. Celui-là, c'est le premier auquel j'ai pensé. Donc je vous le dis, hein, page 83 du coup, le style de Faulkner, à quoi ça ressemble. Préparez-vous. Viens, dit-elle, ensuite tu pourras retourner auprès du feu. Tais-toi. Candace, dit maman. Chut, Benji, dit Caddy. Maman veut te voir une minute, faut être gentil. Tu reviendras après, Benji. Caddy m'a reposé à terre et je me suis tu. Laissez-le ici, maman. Quand il sera fatigué de regarder le feu, vous lui direz. Candace, dit maman. Caddy s'est penché et m'a soulevé. Nous avons trébuché. Candace, dit maman. Chut, dit Caddy. Tu peux encore le voir. Chut. Bon voilà quoi, c'est reconnu comme un chef-d'œuvre. Alors Faulkner statutairement c'est un immense écrivain, prix Nobel de littérature en 49, c'est le grand écrivain de la culture sudiste américaine. Je ne referai pas la citation, tant pis, il y a eu la pub en plein milieu, ça me rapportera 7 centimes. Tant pis pour toi. Alors je sais pas ce que ça raconte, je me suis arrêté à la première partie où c'est un gogol qui parle. C'est une des... Non mais c'est un gogol strictement, c'est vrai, c'est un gogol. C'est une des pires entrées en matière d'un livre, c'est le truc le plus inaccessible, le plus abscon, le plus artificiel que j'ai lu de ma vie. Je n'ai rien compris, je ne prétends pas être l'homme le plus intelligent du monde ou le plus sensible à la littérature, mais j'ai quand même accumulé un certain passif. Je n'ai rien compris, mis à part que une bande de PD font semblant de trouver ça formidable. J'irai jamais plus loin, c'est un livre pour Bégodeau. Voilà, j'ai même pas un souvenir pénible ou d'ennui comme d'autres où je me force un peu à aller au bout, sauf rares exceptions. Non, là j'en ai un souvenir désagréable, je m'en souviens parfaitement, où je l'ai lu précisément, j'étais dans un train, je rentrais de soirée le matin ou l'après-midi, ça par contre je me souviens plus, j'étais décalqué, complètement la tête dans le cul, le livre m'a presque collé une crise d'angoisse. Je commençais à avoir des palpitations tellement c'était de la merde, et je pense que j'aurais pu crever si je lisais 10 pages de plus. Donc voilà, j'en essaierai peut-être un autre avant ma mort de Faulkner, mais plus jamais celui-là, hein. C'est vraiment comme une descente de sérotonine après s'être trop défoncé, tu veux plus en prendre. Là c'est pareil, c'est une expérience absolument atroce. C'est un auteur de branlette à parisien. Voilà, désolé si vous aimez Faulkner, mais vous vous mentez à vous-même, c'est atroce. J'ajouterais qu'il paraît qu'il faut passer effectivement cette première partie pour rentrer dans l'œuvre. Bon, pourquoi pas, mais moi 82 pages ça m'a suffi. Un espèce de trisomique dégénéré qui raconte des trucs dont on comprend rien dans un style abominable. Donc voilà, ça m'a guéri de Faulkner pour toujours. J'ai failli en mourir effectivement dans un train en direction Annecy-Valence ou quelque chose comme ça. J'aurais pu effectivement ne jamais faire ces vidéos de grande qualité. Donc voilà, remercier de me remercier moi de ma modération et d'avoir su m'arrêter de lire Faulkner.
Voilà, j'irai pas plus loin, c'est de la merde, c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie. C'est le premier qui m'est venu en mémoire parce que grand auteur, prix Nobel de littérature, reconnu et tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de prix Nobel, Pierre, tu vas nous enchaîner, si je ne dis pas de bêtises, sur un prix Nobel de littérature que je suis en train de lire en ce moment d'ailleurs. Tiens, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. Tu lis lequel? Je lis Le Loup des Steppes. Ah bah moi, le Loup des Steppes, j'ai hésité entre le Loup des Steppes et Siddhartha. Bah Parce que le écoute, Loup des Steppes, je me suis arrêté au bout de 50 pages. Je eh crois. bah figure-toi que Le Loup des Steppes, bon bah c'est une fiche qui viendra sans doute dans à peu près un an, je pense. Il y a du bon et du moins bon. Il y a quand même du moins bon à dire. J'essaye toujours de trouver moi le côté positif. Donc je fais une fiche de lecture parce qu'il faut donner envie aux gens de découvrir. Mais ouais, c'est compliqué, Herman Hesse, hein, c'est waouh. Je me suis arrêté au bout de 50 pages au Loup des Steppes. Donc Je j'hésitais à en comprends. parler et je me suis dit que lire 50 pages sur un roman de 250, c'est quand même Je peux léger. comprendre. Ça n'a aucun intérêt, hein, qu'on soit clair. T'as rien raté. Voilà. Donc Siddhartha, parce que lui, je l'ai fini, parce qu'il est plus court encore. Heureusement d'ailleurs. Donc Hermann Hesse, voilà, un dandy allemand que tous les péteux parisiens s'arrachent parce que il y avait une petite dimension orientaliste sympa chez lui. Est-ce qu'on peut définir ça comme ça? Donc, à première vue, Siddhartha est souvent présenté comme un grand classique de la littérature spirituelle. Pourtant, c'est un livre court qui est censé explorer une quête de sens, de l'illumination intérieure, de l'épiphanie. Mais il y a tellement de défauts que l'expérience de lecture est absolument insupportable. C'est le 3e livre d'Hermann Hesse que j'ai lu. J'en ai lu un autre qui était Éloge de je sais plus quoi, qui était une merde absolue. Le Loup des Steppes, j'ai fait 50 pages, j'ai pas tenu. Et Siddhartha, que j'ai détesté profondément. Le premier problème du livre est la faiblesse de l'intrigue, si on peut qualifier ça d'intrigue. L'histoire se résume en une succession d'étapes dans la vie de Siddhartha. Il quitte sa famille, il rejoint les ascètes, il rencontre le Bouddha, il découvre les plaisirs du monde, et puis il finit par trouver une forme de sagesse au bord d'un fleuve. Voyez les métaphores qui s'enchaînent. Mais cette progression se fait de manière extrêmement linéaire et prévisible. Il n'y a aucune tension narrative, aucun conflit, aucune surprise. C'est couru d'avance, cousu de fil blanc. Les événements semblent simplement illustrer l'idée philosophique déjà décidée à l'avance. On connaît l'idée de l'auteur dès les premières pages, on sait ce qu'il va nous raconter. Il n'y avait pas besoin de l'enrober d'une merde hindouiste. Le lecteur donc n'a jamais vraiment l'impression que quelque chose est en jeu. On a un rythme extrêmement monotone, totalement ennuyeux. Le personnage de Siddhartha en lui-même est une grande faiblesse de l'œuvre. Il est censé représenter un homme en quête de vérité, mais c'est plutôt une figure complètement abstraite, totalement symbolique. Pas vraiment un être humain, un peu le même problème que je citais tout à l'heure, c'est un personnage fonction. Il n'y a aucune réaction, il n'y a pas d'émotion. Ses relations avec les autres personnages sont totalement superficielles. Même les moments importants de sa vie, que ce soit l'amour avec l'autre indienne, là, j'ai oublié son nom, quand il devient riche, ou encore la désillusion à la fin de cette période où il est riche, sont décrits d'une manière rapide et distante. On a à peine 2 pages pour... En fait, le plus énervant, c'est qu'il ne développe jamais rien dans son bouquin. C'est insupportable. Au lieu de montrer une transformation intérieure complexe, l'évolution de son personnage, Hermann Hesse nous livre un personnage qui glisse d'une étape à une autre sans profondeur. Il n'y a aucun marqueur d'évolution dans le roman. Le deuxième principal reproche que je pourrais faire à Hermann Hesse est sa manie de bander sur les traditions spirituelles orientales. Donc on est clairement sur une inspiration totale du bouddhisme et de l'hindouisme, mais c'est des philosophies qui sont avalées et transformées pour servir le message personnel de l'auteur. La rencontre avec Bouddha, qui aurait pu être un moment quand même assez important, et au final ça tombe à plat parce que Bouddha, on s'en fout, c'est Bouddha quoi. Pourtant, voilà, ça aurait pu être quelque chose d'important dans le roman, et elle se résume seulement à quelques échanges rapides avant que Siddhartha décide finalement Bouddha c'est de la merde, suivre sa propre voie. Cette scène qui
est centrale dans le roman, que ce soit d'ailleurs en termes chronologiques, en termes de l'histoire racontée, est également superficielle. Plus largement, on a une vision à la fois très occidentale de l'hindouisme et du bouddhisme, et ce fantasme ce fantasme occidentaliste d'une Inde parfaite, où il y aurait quelque chose de magnifique à voir, et où les concepts spirituels sont parfois réduits à des aphorismes faciles à comprendre, ou inversement, des choses assez simples à comprendre sont complexifiées un peu artificiellement. Voilà. De plus, le style, pour revenir au style de S, on a une simplicité qui se transforme en répétition et en lourdeur. Les phrases ressemblent à des maximes ou des leçons morales qui pourraient apparaître sur des posts LinkedIn ou Instagram avec de la musique techno en fond. Il y en a les mêmes idées qui se répètent, donc l'unité du monde, l'importance de l'expérience personnelle, l'illusion du temps qui passe, qui tourne en boucle. À nouveau, des thèmes tout à fait LinkedInables. Et à force de répéter ces thèmes sans évolution, on a l'impression de voir un roman qui se complaît dans sa pseudo-profondeur. Les phrases sont toutes importantes et solennelles, mais au final, elles ne disent jamais rien d'évident. Et la fin du roman, qui est censée représenter l'aboutissement de la quête spirituelle de Siddhartha, ça tombe à l'eau, puisque en fait, c'est juste qu'il rentre chez lui, quoi. Et après avoir traversé toutes ces expériences, le personnage atteint cette illumination près du fleuve, mais d'où il était parti, mais on s'en fout de cette illumination, puisque on n'est pas attaché au personnage. C'est cousu de fil blanc, tout se sait dès le début. Donc la révélation finale qui est presque magique, qui se veut comme d'une sagesse apparaissant sans véritable effort intellectuel et moral. On a l'impression de quelque chose d'un roman tout à fait naïf, où toutes les contradictions du monde se résolvent dans une harmonie universelle faite de bouddhistes, d'éléphants, de vaches sacrées et d'eau du Gange. Au final, Siddhartha, c'est un ouvrage qui est complètement surestimé. La réputation du grand roman spirituel qui a changé la vie de tous les hippies des années 70, le contraste avec la minceur de l'intrigue, la faiblesse des personnages, la simplification des idées philosophiques, le style qui donne envie de dormir. Et plutôt d'une exploration profonde de la condition humaine, le livre ressemble surtout à une fable philosophique simplifiée, on dirait du Voltaire par certains endroits, où des concepts complexes sont présentés sous une forme tout à fait superficielle, sans profondeur, sans irrégularité. Et donc cette combinaison de simplicité narrative et de prétention spirituelle, philosophique qui se veut spirituelle, est tout à fait insupportable. Et heureusement que ça ne dure que 170 pages. Alors, voilà. Je pondérerais par deux choses. Alors, Hermanès, c'est vrai, il a été très marqué par son voyage en Asie, le continent. Et c'est vrai qu'il en a tiré beaucoup de matière pour pas grand chose. Et je partage effectivement l'analyse. C'est un vrai écrivain. Je discuterai là-dessus parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même un certain style et compagnie. C'est pas tellement la forme que je reprocherais plutôt qu'un fond assez vide. Et je reconnais par contre que c'est un écrivain plein qui n'arrête pas de faire des phrases qui ont toute une valeur pas médiocre, mais qui sont toutes des phrases qui seraient insérées comme ça dans un autre bouquin au détour de choses qui se passent, de dialogues. Là, tout est très artificiel. Les dialogues sont, en tout cas dans le Loup des Steppes, je le redirai sans doute, mais très formaliste. Personne ne parle de cette façon-là. C'est une littérature très affectée et en même temps qui ne dit pas grand-chose. Et effectivement, le Loup des Steppes est d'autant plus pénible que c'est vraiment la psychanalyse personnelle sur 260 pages. C'est compliqué. Mais ce sera un autre livre de hippie d'ailleurs, puisque Steppenwolf, comme le groupe de musique, voilà, ça inspirera tous les hippies et on y reviendra. J'essaierai d'en dire du bien, mais j'en dirai forcément du mal, puisque je suis honnête. Donc je n'en dirai pas que du bien, parce que quand un livre a des défauts, il faut le dire aussi, à moins que ce soit un livre que j'adore, sur lequel je lui passe bien des défauts. Mais ouais, non, c'est très particulier. J'ai été très déçu, je reconnais. Je reconnais que je m'attendais pas du tout ça, et ouais, c'est assez décevant, et c'est très dur en plus à faire en fiche de lecture, parce que c'est pas qu'il n'y a rien à dire, mais on s'en branle en fait, quoi, de ce qu'il raconte. Fondamentalement,
Il n'y a pas d'événements à raconter, il n'y a pas spécialement de profondeur ou de message. Il y a un petit message philosophique, mais qui est tellement banal. Voilà. Mais je trouve moi, je trouve qu'il a du style quand même. Le problème, c'est qu'il en étale trop, quoi. Et qu'à la fin, Ah ça oui, tourne mais un il me peu en fait rond, chier quoi. son style. Mm. Ah, c'est sûr que c'est mieux écrit que Jean-Christophe Cavalin ou Gilles Marchand, mais On est bon. d'accord, voilà, quand même. C'est ce que je voulais dire. Excuse-moi, oui, quand je disais qu'il a du style, c'est pas non plus le plus grand écrivain du monde, mais oui, c'est mieux écrit que effectivement Bernard Mignon, là, ou je sais pas quoi. Allez, on termine par un livre qui va faire perdre des Minet. cheveux. Ça va faire perdre des cheveux. Il lui en reste plus beaucoup, mais voilà, ça va lui faire perdre ses derniers cheveux. Et très cathartique, hein, cette tier list. Pierre, tu continuais 2 minutes de plus et je t'envoyais les flics, de peur que tu tailles les veines. Ouais, c'est clair. Si on faisait 6 livres, le mec se suicidait, quoi. Ah là, voilà, Chouan Bourguignon. Chouan Bourguignon est en PLS officiel. Voilà. Voilà. Ouais, je vais m'attirer quelques foudres, je pense, hein. Rappelons, hein, parce que Chouin t'intervient là, t'as pas eu l'avant-propos, mais on est sur une tier list personnelle Bah, de c'est ses que, pires t'inquiète pas, c'est ouvrages. que des mecs qui font pas de sport qui vont te tomber dessus, donc t'en fais pas. Oui, oui, non, mais ça y a pas de souci. Le Hobbit, donc paru en 1937 par ce bon Tolkien. Alors pourquoi j'ai classé justement, je fais un petit avant-propos, hein, parce qu'on on les connaît quoi. Pourquoi j'ai classé le Hobbit dans les pires livres, c'est parce que autant j'ai aimé le Seigneur des Anneaux, autant je n'ai jamais pu accrocher au Hobbit. Moi, je suis d'accord. Je partage. J'ai dû tenter 2-3 Ça, fois je de suis le d'accord aussi. lire. Je suis parti plusieurs fois, genre plusieurs années d'affilée. Je l'ai mis dans le sac en partant en vacances, etc. Et à chaque fois, j'ai décroché au bout de quelques chapitres. Alors, je le considère pas comme l'un des pires livres de l'histoire de l'humanité ou quoi que ce soit, hein, c'est une tier list personnelle, mais plutôt comme un des livres les plus surcotés. Par contre, vraiment, je considère comme étant l'un des livres les plus surcotés. Alors, on connaît tous hein, l'origine ou la pseudo-origine du bouquin, ce serait selon la légende littéraire, une histoire fleuve racontée par l'auteur à ses enfants au fil des années. En fait, ce n'est qu'une partie de la réponse, hein. Il s'agit surtout d'un manuscrit qui n'était pas vraiment destiné à la publication, mais qui a été publié sur l'insistance d'une ancienne étudiante de l'auteur qui aurait potentiellement pu aussi travailler dessus, on ne sait pas vraiment. Donc c'est un genre de conte pour enfants modernes, enfin modernes des années 30, qui tire son inspiration des légendes européennes. Bon, ça je pense que c'est de l'acquis pour tout un chacun. Alors dit comme ça, et même sans être hein, le public cible, hein, parce que c'est de la fantaisie, on pourrait se dire pourquoi pas, mais quand on l'a entre les mains, attention. Alors déjà sur le style. La narration est ultra paternaliste. Il y a énormément d'apartés, il y a des adresses directes au lecteur. Autant vous dire, il n'y a rien de pire pour gâcher l'immersion dans un monde de fantasy. Moi, quand je suis dans un monde de fantasy, j'ai envie d'y rester. J'ai pas envie que le narrateur m'en sorte à peu près toutes les 2 minutes. Le rythme aussi est étonnant. On avance par à coup. Alors, on sent bien que les épisodes sont écrits séparément, hein, ce qui a été le cas, et que les transitions ont été pensées ensuite pour raccrocher les morceaux. Et puis je vais pas vous parler non plus des petites chansons qui n'apportent pas grand-chose au récit, hein, qui font son originalité, mais qui on a vraiment l'impression qu'elles viennent se greffer entre deux scènes. Et même chose, hein, c'est des choses auxquelles je n'ai pas du tout accroché. Surtout quand vous le lisez sur une traduction et qu'on n'a pas vraiment l'esprit de banlieusard londonien qu'on voulait donner à certains monstres, machin. Bon, la traduction a fait ce qu'elle a pu derrière pour raccrocher les morceaux, mais je pense qu'on perd beaucoup hein, à ce niveau-là, quoi. Donc sur le fond, parlons du fond maintenant, je trouve personnellement le héros complètement insupportable. On n'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux avec de l'héroïque fantasy. Ici, le protagoniste est le plus passif de tous les personnages. Il subit complètement le récit et il n'apporte pas grand-chose. Alors oui, hein, ce héros assez passif, hein, c'est un procédé classique pour qu'on puisse s'identifier, hein, surtout dans un roman pour enfants. Mais vraiment, qui a envie de s'identifier à ça hein, pour parler un peu moderne, hein, le développement de personnages n'est pas du tout au rendez-vous. On sent encore une fois que le livre n'a pas été réfléchi de A à Z, mais que ce sont des petits bouts qu'on compile à droite à gauche. Globalement, hein, si on fait un parallèle, je sais pas, entre Frodon et son oncle, pour le coup, Frodon est un personnage qui est assez insipide au début, mais qui petit à petit va vraiment
même très vite dans le roman, va vraiment prendre le pas et s'affirmer en tant que héros. Et Bilbo ne le fera que, on va dire, sur le dernier tiers du livre, ce qui est assez décevant. Autre chose, alors beaucoup trouvent que Tolkien est trop insistant sur ses descriptions de paysages, dans Le Seigneur des Anneaux, hein, je parle. Moi, je partage pas cet avis, je trouve au contraire que ça renforce le sentiment de voyage, d'évasion, ce que je cherche quand je lis de la fantasy. Mais ici, dans le Hobbit, Tolkien ne voulait pas forcément ni le publier, ni travailler à outrance son style. Résultat, les descriptions sont absolument longues et fastidieuses. Et là, par contre, je peux comprendre la critique, hein. Et on a l'impression de rallonger à travers. Il y a des scènes de repas, de choses comme ça, qui se veulent un petit peu comiques, mais vraiment pas beaucoup. On a un sentiment de rallonger le texte à outrance. Ça devient très, 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 très lourd. Alors, bref. Je vais pas m'éterniser non plus dessus, hein. C'est un livre qu'on a déjà lu ou qu'on n'a pas envie de lire de toute manière, hein. Je pense que quand on a dépassé la trentaine, on se dit pas je vais me sortir le Hobbit. Il plaira peut-être à un enfant, où il pourrait correspondre à un superbe bouquin à lire vous-même à vos enfants, hein. Je pense que ça sera toujours mieux que beaucoup de bouquins qui paraissent aujourd'hui pour les gamins. Mais pour tous les adultes qui connaissent un peu la fantasy et apprécient la fantasy, ne faites pas comme moi à vous dire je devrais lire le Hobbit, c'est un classique. Non, faites pas cette connerie. Passez plutôt votre chemin avant de finir dans le cul-de-sac. Jeu de mots, bref. C'était tout pour moi. C'est hilarant. Je préfère quand on parle des juifs. Bon, bah écoute, nickel. Parfait. Bon, bah merci beaucoup à vous, les gars. Chouan est d'accord dans le commentaire, tu vois. Oui, mais il est très, très nombreux, hein, là-dessus. Ah, mais moi, je partage, hein. J'ai trouvé Le Seigneur des Anneaux comme le Hobbit, ce sont des lectures d'adolescence pour moi, et autant Le Seigneur des Anneaux, j'ai été transporté, j'ai trouvé ça d'une qualité, alors que je suis pas du tout Heroic Fantasy ou quoi que ce soit, autant le Hobbit, j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, médiocre à tout point de vue, surtout quand t'as lu Le Seigneur des Anneaux avant, et voilà, ce que j'ai fait, ouais. C'est ça. Et pour pas me dire je suis un dingue, mon avis vaut rien parce que personne ne le partage, je suis allé regarder un peu sur internet. Ouais, j'ai même fait du chat GPT et putain non, en fait il y a beaucoup de gens qui sont dans cette posture là. Je me le lance parce que j'ai adoré le Seigneur des Anneaux, j'en veux plus, et je me dis que c'est un monument de l'heroic fantasy, donc j'ai besoin de le connaître, et il y a plein de gens qui décrochent après quelques chapitres. Mais c'est ce que je fais aussi, enfin pas de chat GPT, c'est ma religion qui m'interdit, mais je vais voir quand même les commentaires parfois quand je me pose des questions, me dire attends, c'est moi qui je trouve que c'est de la merde. C'est pas possible. Et parfois, dans le flot même des livres très connus, Faulkner ou tout ce que tu veux, en l'occurrence, je trouve parfois des gens qui partagent mon avis, ils se disent attendez, c'est moi ou c'est vous là? Donc ouais, c'est particulier, effectivement. Et décevant sans doute, ouais, quand on a lu le Seigneur des Anneaux avant, et puis peut-être une question d'âge. Effectivement, je crois que c'est moins mature encore que le Seigneur des Anneaux, qui est pas forcément un livre adulte non plus, quoi. Enfin, il y a peut-être un problème d'attente aussi sur ce bouquin. Parce que généralement, moi aussi, j'ai fait bien ça. sûr. J'ai lu d'abord Le Seigneur des Anneaux et j'avais adoré. Je me suis dit, je veux mon shoot d'Heroic Fantasy en plus. Et puis tu tombes sur le Hobbit où bon. Non, bien sûr, il souffre de la comparaison, bien sûr. Le souci est sans doute de l'ordre de lecture, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Bon bah en tout cas, je vous remercie, on a tenu le timing, c'est cool, c'est bien parce que ça permet de voir un peu les goûts de chacun, voilà, ce qu'on n'aime pas, je trouve que c'est les dégoûts de chacun. Ouais, les dégoûts en l'occurrence, ouais. C'est intéressant, je trouve ça, je trouve que il y a plus d'émulation, je trouve même que dans les livres qu'on aime. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Pierre, tu reviens la semaine prochaine, avec Oryctès et Chouan, j'ai déjà les livres de Chouan d'ailleurs, not ready pour les 18 livres historiques, mais bon, je ne lui en veux pas parce que j'ai pas fait un top livre d'histoire et j'en ferai pas avant l'an prochain, donc voilà, tant pis. Moi je participerai pas, je vous le dis, parce que j'en ai déjà fait 2 et au bout d'un moment, je vais pas mettre mes 30 livres préférés, au bout d'un moment c'est même plus mes livres préférés, c'est juste des livres que j'ai lus, quoi. Voilà. C'est quoi, mercredi prochain? Ouais, mercredi prochain. Ouais,
Donc Aurictès, Pierre et Chouan qui viennent. En plus, si je participe, ça fait 40 livres, donc laisse tomber, quoi. On en a pour jusqu'à 2h du matin, ça va être infernal. Donc voilà, je participe pas. Je me contenterai de vous écouter avec plaisir. Vendredi, deuxième partie et dernière de la session un historique sur Hearts of Iron 4. Et dimanche, on reparle littérature, on parlera de la conquête du courage de Stephen Crane. Voilà, ça va être fort sympathique. Et puis voilà, je vous remercie encore les gars, c'est cool. Et on essaiera peut-être de se refaire ça, je sais pas quand. Enfin bon, voilà, pas forcément impliqué, mais je reproposerai peut-être la thématique. Et puis je refais mon petit message, hein, comme ces vidéos tier list fonctionnent peut-être mieux que certaines autres. Voilà, je passe le petit message pour les réceptions. N'hésitez pas si vous voulez venir présenter ce que vous voulez, un livre, un sujet, un truc historique, ce que vous aimez. N'hésitez pas, puisqu'à partir du mois de mai, je suis dans l'angoisse, puisque c'est vide. Donc voilà, je me fais des cheveux blancs qui apparaissent. Voilà, certains diront que c'est l'âge, mais je crois que moi, c'est les réceptions vides qui m'inquiètent. Voilà. Bon, je vous remercie les gars, je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve je sais pas quand, au hasard, et mercredi prochain, toi Pierre, et voilà. Allez, à bientôt tout le monde, bonne soirée à tous. Bientôt tout le monde. Ouais, La merci. bise. La bise.